Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Ravi de vous accueillir. Bonjour à tous. On vous laisse le temps de vous connecter. Vous êtes assez nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. Donc, ça veut dire que notre métier de diagnostiqueur est toujours aussi attractif. On va en parler ensemble. On est ensemble pendant 1 heure. Vous avez ce chat. Je vous le dis immédiatement parce que c'est évidemment important. Il faut que notre échange soit le plus dense et le plus riche possible. Donc n'hésitez pas dès maintenant à utiliser ce chat pour nous dire bonjour. Comme Olivier le fait, je salue Olivier, qui est un habitué de nos webinaires. Donc ravi que vous soyez avec nous. Voilà, bonjour Carole. Donc n'hésitez pas à utiliser ce chat. On réagira bien sûr, et puis sur vos commentaires, et puis surtout sur vos questions, parce que le but de ce webinaire pendant 1 heure, ensemble, vous l'avez compris, c'est de vous donner les clés, un maximum de clés pour vous aider dans ce projet de vous installer à votre compte en tant que diagnostiqueur immobilier. Je pense que c'est votre projet si vous êtes avec nous aujourd'hui. Ah ben c'est sympa, merci Olivier. Effectivement, on essaie d'être productif. C'est sympa ces webinaires, mais c'est gentil de le dire. Voilà, et puis, on vous donnera un maximum d'informations donc, pour ce projet pour que vous puissiez vous installer à votre compte dans les meilleures conditions possibles. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. On n'aura peut-être pas le temps de dire l'ensemble de ce qu'on voudrait vous dire et tous nos conseils pendant 1 heure, mais en tout cas, on va essayer d'être le plus efficace possible justement pendant 1 heure. Bonjour Michel. Moi, je suis Alain Perrier. J'ai fondé le site Diagactu en 2007 maintenant. Je l'anime avec quelques autres personnes. Donc, on accompagne les diagnostiqueurs et les futurs diagnostiqueurs dans leur quotidien, dans leur exercice quotidien, dans l'information et dans diverses ressources qu'on vous propose au quotidien depuis donc 2007. Et puis, je suis, et c'est un vrai plaisir, pour parler de ce métier de diagnostiqueur avec Olivier Melser. Salut Olivier. Salut Alain, bonjour à tous. Donc moi je suis diagnostiqueur depuis 2008. Voilà, donc On a on se commencé connaît quasiment en même temps. quasiment en même temps, on se connaît depuis très 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 longtemps. J'ai suivi tes aventures et voilà ton expérience de chef d'entreprise de diagnostic immobilier à Paris, dans le 12e, va nous être très utile. Tu vas pouvoir nous parler de ce métier, de tes ressentis, de tes expériences, de tes retours d'expérience. C'est ça qui est intéressant, bien sûr. On va essayer évidemment d'être le plus concret dans tous ces enjeux liés à l'installation d'une entreprise de diagnostiqueur immobilier. Et puis vous le voyez sur votre écran, mais il va apparaître dans quelques minutes. Nous serons également avec Corentin Gérard, qui fait partie du site l'expertcomptable.com, qui va lui venir dans quelques minutes nous parler vraiment des aspects sociaux, fiscaux, juridiques de la création d'entreprise. C'est un spécialiste. Olivier et moi, nous ne sommes pas des spécialistes, donc chacun son métier. Donc Corentin pourra nous parler de l'installation, des coûts, etc., des différentes étapes de la création, voilà, pure et simple là, de cette entreprise et des différents statuts juridiques également. Donc on l'écoutera avec beaucoup d'intérêt et vous aurez aussi, bien sûr, la possibilité de lui poser quelques questions aussi sur ces points-là. Et puis avec Olivier, par contre, on est ensemble avec vous pendant 1 heure. Donc n'hésitez pas à nous poser quelques questions et puis à réagir. On essaiera vraiment d'être le plus interactif possible avec vous. C'est vraiment le but de notre webinaire du jour. J'espère que vous voyez à l'écran notre présentation. Voilà. Alors, euh, tout dépend de votre statut et surtout de l'étape dans laquelle vous êtes dans votre projet de vous installer à votre compte. Peut-être que vous êtes déjà formé en tant que diagnostiqueur, peut-être que même vous êtes déjà certifié en tant que diagnostiqueur, peut-être que vous êtes salarié actuellement et que vous imaginez aussi vous mettre à votre compte, ou peut-être simplement vous vous intéressez à ce métier simplement sans en avoir toutes les informations, bien sûr. Alors, on va
passer rapidement avec Olivier sur la formation, les voies d'accès à ce métier de diagnostiqueur. Bien sûr, hein, il faut être formé pour devenir diagnostiqueur. Il y a des organismes de formation pour cela. Il faut être également certifié, je pense que la plupart d'entre vous le savent, pour devenir diagnostiqueur. Ça, c'est un point important aussi. Euh, mais évidemment, on va survoler ce point-là, mais surtout nous intéresser vraiment à ce projet de s'installer à son compte, donc de créer cette entreprise et puis de la démarrer, bien sûr, ensuite, après. Je vous renvoie évidemment, n'hésitez pas à la chaîne YouTube de Diagactu pour tous ceux d'entre vous qui ont encore des questions ou qui ont besoin d'informations sur les formations, sur la certification, tous ces aspects-là vraiment d'accès à notre métier de diagnostiqueur. Vous aurez sur la chaîne YouTube de Diagactu, vous allez sur YouTube, vous cliquez vous tapez Diagactu, vous aurez de nombreux webinaires que j'ai animés avec des organismes de formation, des organismes de certification, etc., pas mal d'acteurs de la filière pour vous présenter ce métier qui sont assez récents, hein, qui datent de quelques semaines ou quelques mois. Donc prenez le temps vraiment d'aller sur ces différents webinaires qu'on vous propose avec ça et avec le nôtre aujourd'hui, je pense que vous aurez vraiment un panel tout à fait complet pour démarrer dans ce métier-là, si en tout cas vous n'avez pas ces informations-là pour le moment. Juste un mot quand même sur notre métier, Olivier. Un mot sur notre métier, un métier que tu connais bien, donc on l'a dit hein, depuis 2008, ça fait un bail déjà quand même, un métier que tu exerces depuis longtemps. Je sais en plus que tu t'informes beaucoup, tu as beaucoup de relations avec tes confrères, tes consoeurs et tout ça. Donc toujours intéressant évidemment d'avoir ton ressenti. Comment tu définirais, c'est une question difficile, hein, pas simple, hein, Ouais, ce pas métier grave. diagnostiqueur, qu'on dit central, incontournable désormais, et que l'on dit aussi être un métier d'intérêt général, comme je l'ai noté sur cette première slide, Olivier. Alors, c'est un métier qu'on pourrait définir par plusieurs mots-clés. Déjà, moi, je pense à un couteau suisse parce qu'on a vraiment des compétences multidisciplinaires. Quand on fait un diagnostic d'une installation électrique, bah, il faut s'y connaître en électricité. Quand on fait un DPE, il faut s'y connaître en thermique. Quand on fait de l'amiante, il faut s'y connaître dans le monde du bâtiment et connaître les matériaux. Je vais pas tous citer, hein, mais le gaz, c'est pareil. Et on a des affinités plus ou moins fortes avec certains diagnostics. Il y a des gens qui sont très à l'aise en électricité, c'est mon cas, Mm, de par ma formation antérieure. Je suis moins à l'aise sur d'autres diagnostics. Bon, maintenant, j'ai de l'expérience. Mais c'est vraiment un métier j'ai envie de dire, de couteau suisse. mm, C'est aussi un métier où il faut sans cesse se remettre en cause. mm, La réglementation évolue. On rencontre des cas tordus, hein, autant le dire très simplement. On arrive des fois dans des appartements ou des locaux où on n'arrive pas à trouver d'où vient le problème qu'on a identifié. mm, Donc on fait de l'investigation. Donc c'est aussi, je rebondis sur ce que je viens de dire, un métier de détective un peu. J'aime bien ce terme aussi. Donc mm, il faut être curieux, il faut pas avoir peur de poser des questions à la fois aux clients, mais aussi aux entreprises qui interviennent, parce que des fois, quand on arrive sur place, on a des gens qui sont déjà présents. Quand on fait un diagnostic sur un bâtiment d'activité, mm, dans un logement, c'est moins souvent le cas, mais c'est toujours intéressant d'aller interroger le gardien, par exemple, qui en sait un peu plus sur le système de chauffage, même si maintenant, avec le DPE, il y a un questionnaire à remettre au client. Le client n'a pas toujours les informations. Donc c'est vraiment un métier, j'ai envie de dire, de couteau suisse, de détective. Et puis après, quand on rentre au bureau, il faut savoir rédiger, il faut savoir prendre un peu de recul sur ce qu'on a fait, ne pas se précipiter pour conclure, que ce soit pour une anomalie ou autre chose, parce qu'on a vu un problème, mais en réalité, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le texte en tête et mm, qu'on pensait être sûr, mais finalement, il y a une mesure compensatoire qui fait que l'anomalie n'en est plus une, c'en est une, mais elle est compensée. Là, je pense au diagnostic électrique. En gaz, c'est pareil, on va trouver une anomalie qui, on pensait était une anomalie grave, mais finalement, elle est de niveau inférieur. Donc, il faut aussi avoir un peu de réflexion quand on rentre au bureau, se poser et revoir tout ce qu'on a vu sur le terrain. Donc, du coup, je vais être un petit peu plus développé sur le terrain. Il faut mm, bien prendre des notes, bien prendre des photos. Là, c'est le côté détective. mm, Et être capable, quand on rentre, de revivre l'intervention au bureau pour pouvoir réfléchir à ce qu'on n'avait pas compris ou ce qu'on n'avait pas vu sur place.
Ouais, Voilà, j'espère que j'ai répondu assez largement. ouais. Là, je parle vraiment du terrain et du métier. Ouais, la curiosité, hein, c'est un terme, c'est un mot important, c'est vraiment un atout là pour une qualité importante pour être diagnostiqueur. Il y a ce côté investigation, comme tu disais, effectivement. C'est souvent les plus curieux, les plus compétents dans notre métier. Je parle aussi d'une profession très encadrée. Alors tu peux en parler aussi parce qu'évidemment c'est ton quotidien et évidemment c'est un enjeu, c'est un impact important aussi pour toi comme pour tous tes confrères et tes consoeurs, hein. Un métier, une profession qui a une image, bon, qui s'est un peu dégradée, notamment ces On dernières aurait aimé années. qu'elle soit pas encadrée. Oui, alors En fait, effectivement, ça, effectivement. voilà, en fait, ce qui se Malheureusement, passe, vas-y, je te laisse terminer, Alain. oui, non. Donc, évidemment, quand on parle d'encadrement, on parle de cette formation initiale qui est obligatoire, cette formation continue aussi régulière, et puis surtout de ce dispositif de certification. C'est un des rares métiers quand même où on doit être certifié, avoir passé des examens et répondre aussi, en tout cas, réussir des opérations de contrôle, etc., régulières, et une certification qui est valable pendant 7 ans et qui doit être renouvelée tous les 7 ans. Donc, évidemment, on peut perdre ce permis en fait de travailler, c'est entre guillemets. Donc voilà, bon, un encadrement quand même très important, hein. Dis-moi, Olivier. Alors oui, au départ, on a une obligation de formation. Mm, C'est ce que je disais, j'aurais aimé qu'on soit pas encadré. En fait, l'histoire du diagnostic, elle a commencé avec l'amiante et le plomb il y a très longtemps, dans les années 90. Il y en a qui étaient très jeunes à ce moment-là. Moi, j'étais déjà un peu vieux, toi aussi, Alain. mm, Donc, ça a commencé à cette époque-là. Et puis, le législateur a décidé de créer cette certification donc, en 2007, fin 2007, hein, je crois que c'était en novembre. ouais, Euh, et puis, il y a eu des pratiques commerciales. J'insiste sur un point, j'en ai pas parlé il y a 2 minutes. mm, C'est un métier technique, c'est pas un métier commercial. Alors oui, vous êtes commerciaux, puisque il faut aller chercher les clients, mm, il faut séduire pour convaincre et ensuite faire ses preuves sur le terrain. Et une fois que ça c'est fait, si vous êtes sérieux, régulier, rigoureux et que vous vous remettez en question, vous avez toutes les chances de garder vos clients. Mais ça reste un métier technique. D'ailleurs, le code APE des entreprises de diagnostic, c'est essai et contrôle technique. C'est le même code que les bureaux de contrôle mm, qui interviennent sur des constructions, des rénovations. On est un tiers indépendant du propriétaire de l'agence qui peut nous mandater et on doit donner notre avis technique sur un bâtiment. Donc ça reste un métier technique. Donc du coup, il y a cet encadrement réglementaire, donc la certification mm, qui impose au départ un QCM, des cas d'études à faire. Il y a deux volets sur la première certification, hein. Donc, il y a un questionnaire à choix multiples avec des notes minimales pour être reçu et un entretien avec un examinateur qui va vous soumettre un cas, une installation électrique, un DPE à faire. Il va vous donner tous les éléments pour le faire et vous devrez rédiger un rapport pour prouver que vous connaissez votre sujet et vous serez évalué là-dessus. Ensuite, cette réglementation a durci. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de pratiques, je vous disais, commerciales, mm, de gens qui vont vouloir faire du chiffre à tout prix, parce que ça reste un métier concurrentiel, ça reste un métier qui s'adresse au grand public. Le grand public, c'est une clientèle qui est difficile, qui est exigeante, qui est souvent en one shot. Là, je parle vraiment du direct, quand on travaille en direct avec le client final. mm, Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont peu scrupuleux, qui vont faire ça de manière bâclée, rapide en cassant les prix. Quand on casse les prix, ben, on travaille plus vite parce qu'il faut quand même faire du chiffre et on travaille mal. Et on oublie qu'on est dans un métier technique. Donc, à cause de ça, il y a eu beaucoup de soucis, des caméras cachées sur des grandes chaînes de télé le dimanche soir, où ils ont montré des pratiques douteuses. Enfin, ça revient régulièrement, hein. On est pointé du doigt, tu le dis, Alain, hein. Il faut qu'on se défende, hein. Ou même mm, des acteurs du marché qui s'auto-dénigrent ou qui nous dénigrent. Voilà, donc c'est un peu le souci. Et du coup, le législateur, pour calmer tout le monde, a durci la réglementation. Et aujourd'hui, on a des contrôles sur ouvrage. Ça veut dire qu'en cours de cycle de 7 ans de certification, à un moment de ce cycle, vous allez avoir l'examinateur qui va venir sur le terrain avec vous pour vérifier comment vous travaillez. On a des contrôles documentaires où on va devoir fournir la liste de tous nos diagnostics. Le certificateur va piocher mm, dans cette liste et va vous donner son avis sur la façon dont on rédige et des obligations de formation qui ont vraiment été durcies sur le DPE, puisque je crois qu'on est en formation tous les 2 ans maintenant, exactement. sur le cycle de 7 ans. Donc, ça implique des coûts. Donc, cette profession est devenue très encadrée. C'est pas pour ça qu'elle est mieux faite, parce des gens arrivent toujours à passer à travers les mailles du filet. Donc, il faut vraiment vous dire, quand vous allez entrer dans ce métier,
Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Si vous avez envie de faire de l'argent, c'est pas la même philosophie que de dire j'ai envie de faire un bon métier et gagner ma vie avec. Hmm. On peut gagner sa vie, on peut faire de l'argent, hein, il faut pas avoir de tabou, hein, on peut parler d'argent, c'est pas un gros mot, mais il faut pas raisonner 100%. Je me lance dans ce métier parce que, il y a de la lumière et je connais des copains qui s'en mettent plein les poches et je vais faire comme eux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, j'espère avoir répondu. Ouais, très bien, effectivement, Olivier, ça tombe sous le sens ce que tu me dis, mais c'est important de le rappeler, effectivement, on est bien d'accord. Et puis, donc, ce marché du diagnostic immobilier, hein, que j'ai noté en progression constante, hein, c'est le cas, hein, mais donc évidemment, on peut être soumis à quelques aléas, notamment du marché de l'immobilier, hein. Évidemment, on est toujours relativement dépendant de ce marché immobilier qui, lui, est très cyclique. Alors, en fonction des taux d'intérêt et puis surtout de ce contexte économique. Mais globalement, depuis bientôt 10 ans, hein, on est sur un marché du diag qui est en progression. Il a été longtemps en progression, même de plus de 10% certaines années. Là, la progression est un peu plus faible, mais elle reste tout de même importante. Et puis, rares sont les marchés qui continuent de progresser quand même, malgré les vicissitudes de notre contexte économique, hein. Juste pour rappel, avant que tu en parles, Olivier, il y a 25 ans, donc au moment où ce métier a commencé vraiment, hein, on n'a pas parlé de l'origine de ce métier, mais c'était au moment de en 1996, au moment de la, C'est l'amiante. ou l'amiante et puis ce mesurage loi Carrez, hein, voilà. Il y avait donc une vingtaine. Il y avait six prestations, pardon, voilà, tout ce qui était notamment lié à la vente. Maintenant, on en a plus d'une vingtaine, hein, qui sont liées aussi bien à la transaction, à la location, aux travaux, à la copropriété. Donc évidemment, c'est un marché qui s'est beaucoup diversifié, ce qui permet aussi d'avoir une certaine souplesse et puis de faire, comme le disait Olivier, un choix aussi peut-être en fonction de ses intérêts ou de ses compétences, hein. Et puis en termes de volume, hein, alors ça, c'est des chiffres que l'on a. Il y a 25 ans, ce marché était estimé à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Certains d'entre nous parlent maintenant d'un marché qui avoisine le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est un marché qui a beaucoup, beaucoup progressé depuis 25 ans, hein, Olivier. Alors, je suis pas un expert du marché du diagnostic, mais je peux quand même donner mon point de vue. Hum, On a suivi surtout la progression des ventes, hein, et des locations. C'est vrai que, on parle bien de diagnostic immobilier. hum, Alors, dans le mot diagnostic immobilier, il y a pas que de l'immobilier, de la transaction et de la location, il y a aussi l'avant-travaux. hum, Moi, j'ai vu la progression dans l'avant-travaux parce que j'en fais énormément. Parce que, auparavant, les entreprises qui rénovaient passaient à travers la réglementation et s'en fichaient un peu du diagnostic amiante avant travaux, ou du hum, plan avant travaux. Donc ça a été une marge de progression importante. Tous les grands groupes aujourd'hui, les grands réseaux, hein, comme ADX, comme Agenda, comme Exim, Defim et autres, tous ces réseaux-là ont développé une entité travaux qu'ils n'avaient pas avant. Donc je pense que c'est la combinaison du marché immobilier qui progresse, lui, régulièrement chaque année, mais aussi du marché de l'avant-travaux qui progresse parce que comme c'est de plus en plus encadré et surveillé, aujourd'hui les inspections du travail viennent sur les chantiers. La première chose qu'ils demandent, c'est est-ce que vous avez les diagnostics? Maintenant, les gens ne passent plus à travers. Donc il y a un vrai marché aussi qui a progressé de ce côté-là, qui pourra expliquer la progression globale du marché. Voilà, j'espère être assez ouais, précis. merci, Olivier. Effectivement, voilà. Allez, juste un mot pour commenter un peu ce portrait robot, et puis je crois on donnera la parole ensuite à Corentin qui nous Je peux le attend. commenter si tu veux, ce, Ah, ce vas-y, bah, transparent, tiens, parce avec qu'il plaisir, il ça il me sera parle. intéressant. Voilà, Il me voilà, ça parle c'est parfait. beaucoup. Allez, dis-nous, justement. Alors ça, c'est vraiment le portrait robot, c'est-à-dire c'est évidemment la moyenne que l'on a relevée dans différents sondages chez Diagactu, hein. Mais dis-nous un petit peu ce que tu en penses, Olivier. Alors, le profil, c'est presque moi, puisque moi, c'était 40 ans. Ouais. Reconversion professionnelle aussi. C'est vrai que c'est un métier jeune, hein, on a beau le Hum, dire. Il y a des filières de formation qui se sont mises en place. D'ailleurs, je pense qu'on va bientôt avoir un vrai diplôme. Il y a un diplôme, hein, mais il va y avoir une reconnaissance, je pense. C'est dans les tuyaux, hein. dans les suivants. Ouais. Hum, Donc, moi, c'était homme 40 ans, voilà. Après, si je vais à droite hum, du slide, créé en 2008, indépendant. hum, Les salariés, oui aussi. Moi, je suis monté jusqu'à 6 salariés. hum, Donc, on a toujours. Alors, pourquoi 2 salariés dans un technicien certifié? Parce que très souvent, quand vous allez bien vous développer, vous allez avoir besoin de quelqu'un pour prendre les rendez-vous et pour vous aider à rédiger les rapports. hum, C'est, c'est vrai qu'au début, on est un couteau suisse, on veut tout faire. Mais quand on commence vraiment à se développer, euh, c'est comme dans tous les métiers. On aime bien faire son métier,
Et tout le reste, bah, c'est un peu saoulant, hein, mais il faut le faire aussi. Et on aime bien avoir quelqu'un qui va le faire, dont c'est le métier. Donc facturer, prendre les rendez-vous, gérer l'agenda. Donc il y a souvent effectivement deux salariés, dont un technicien certifié et un ou une assistante qui va travailler derrière dans l'ombre pour vous support, pour faire du support en fait. Mhm. Les compétences, formation initiale courte classique, c'est tout à fait ça. Une formation au bâtiment. Mhm. Bon, moi, je suis un peu atypique, je suis ingénieur, mais voilà, on peut, même si on n'est pas ingénieur, accéder au métier. Mhm. Les six certifications, hein, plomb, amiante, thermique, DPE, électricité et gaz. Donc Bravo. ça, c'est les Mhm. six certifications. Mhm. Et les fonctions commerciales, le couteau suisse, hein, il faut aussi aller chercher les clients et pouvoir faire sa vente. Mhm. Le chiffre d'affaires, alors là, Là, effectivement, c'est très variable, évidemment, hein, c'est qu'une c'est pas moyenne. sur une tête, hein, 245 000 euros sur une tête, Oui, c'est non, impossible. impossible. Ça, faut pas rêver, hein. Si vous y arrivez tout seul, sans personne, déjà, si vous faites 100 à 130 000 euros de chiffre d'affaires, c'est déjà bien. Mhm. Euh, le chiffre d'affaires de la profession en transaction immobilière, on est d'accord, c'est très important. Et je peux pas lire le bas. Ouais, 75% du chiffre d'affaires repose sur l'émission du DDT vente ou location, hein. Désolé pour cette mise en page un Oui, peu. ça veut dire que les trois quarts du chiffre d'affaires, c'est le fameux dossier de diagnostic technique. Donc, c'est le document dans lequel vous avez les six diagnostics, si on est dans un appartement ou une maison qui y correspond. Oui, Donc, effectivement, c'est le plus gros de l'activité. Voilà. Si tu as des voilà. choses à dire, à toi la parole. Non, super intéressant. Merci Olivier, tu as tout dit, hein. Je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Merci à toi. Je réponds à Hervé, j'ai vu dans le chat, hein, le support, effectivement, on vous le mettra à disposition, hein, sur le site d'Egactu. Donc, vous l'aurez dans l'après-midi. Et puis, on va accueillir Corentin Gérard, qui va apparaître comme le Messie de l'expert-comptable.com. Voilà, Corentin, bonjour. Bonjour à tous, merci. Bonjour. Merci surtout de prendre le temps pour nous expliquer mieux, parce que évidemment, comme je disais, hein, c'est un métier, c'est pas nos compétences avec Olivier et nous, même si Olivier a des très bonnes compétences aussi, évidemment en création d'entreprise par définition, mais vous allez plus nous informer sur les différentes étapes, hein, vraiment de la création de cette entreprise pour tous ceux qui ont des questions. Et puis, donc, notamment aussi le choix de ce statut juridique qui est important, bien sûr, aussi, hein. Voilà. Euh, Peut-être un mot sur alors, les 10 étapes, voilà. Et puis, c'est moi Yes, qui vais. Euh, top, allez-y, je vous laisse la parole. super. Bon, très rapidement, du coup, pour vous Hum, parler de notre cabinet et de moi. hum, Et après, on va parler du coup des 10 étapes pour lancer son entreprise, se lancer en tant qu'indépendant et on parlera des statuts juridiques. hum, Très simplement, l'expertcomptable.com, on est un cabinet d'expertise comptable qui est 100% en ligne, hum, spécialisé du coup dans certains domaines d'activité, dont le diagnostic immobilier. Et donc, ce qu'on propose, c'est de la création d'entreprise, du suivi comptable, avec du coup un conseil dédié. Vous avez une personne dédiée, des outils mobile, version web, ultra intuitive qui va vous permettre de gérer du coup la partie administrative au quotidien. Et tout ça avec des offres du coup sans engagement. Donc voilà pour faire simple. Et donc moi, pour vous expliquer, je suis spécialiste en création d'entreprise, également sur la partie comptable. Ça fait un peu plus de 8 ans que j'accompagne du coup les indépendants, les freelances du coup à se lancer au quotidien et à choisir du coup le meilleur statut. Eh ben, très bien. Voilà, très bien. Allez, on démarre les 10 étapes et puis Yes, le statut juridique, les 10 étapes clés. c'est ça. Si je vais trop Alors, vite, première étape, tu me dis, hein. Hum, ouais, voilà. super. Première étape, super important, c'est de réaliser un prévisionnel. Le Hum, prévisionnel, ce qu'on appelle aussi un business plan, c'est du coup, il y a deux choses. Il y a l'étude de marché, de pouvoir quand même du coup vous renseigner sur le secteur dans lequel vous allez travailler, la concurrence, ce que vous allez pouvoir apporter de votre côté, et la partie qui est plus, on va dire, prévisionnelle, la partie plus financière. Donc, c'est vraiment en deux étapes. Ce document va vous permettre tout simplement d'avoir une idée, une visibilité du coup sur votre activité. En général, on le fait sur 3 ans hum, pour vous permettre d'avoir du coup une bonne visite sur du moyen long terme. Et comme ça vous permet de valider le chiffre d'affaires, de pouvoir prévoir justement, Olivier en parlait tout à l'heure, j'avais entendu, la partie salariale, de penser du coup au recrutement pour la suite. Pensez aussi à vous, votre salaire. Si vous avez besoin de vous rémunérer, de calculer avec votre chiffre d'affaires combien vous pouvez prendre en termes de salaire, mais aussi les cotisations sociales. Parce que hum, ça, c'est important lorsqu'on est indépendant. Bien penser quand on prend un salaire, on doit payer les cotisations à l'URSSAF d'expérience.
Il y a des gens qui prennent le salaire, mais après la régularisation, on y Ouais. pense un peu moins. Mm. Et ça, c'est vraiment important parce que ça peut faire très mal à la trésorerie de l'entreprise euh, si c'est pas provisionné, si c'est pas pris en compte. Mm. Vous allez avoir les dépenses aussi, mais par rapport au prévisionnel, à la suite de ça, on va aussi du coup se demander s'il n'y a pas des aides potentielles Je qui peux vont nous permettre rebondir? de... Oui, Olivier, Ouais, dis-moi. pour être un peu plus concret, pour l'étude de marché, les sources d'information, c'est intéressant que vous les connaissiez parce que Oui, vous on allez l'a pas demander évoqué comment parce que effectivement le temps passe vite faire et une étude de marché. C'est ouais. déjà ça va vous servir aussi pour emprunter parce que si vous empruntez et que la banque va vous prêter, elle va vous demander un business plan. Mm. C'est impossible de passer à travers. Mm. Les sources d'information, vous avez les chambres de commerce pour les aides, mais elles ont aussi des informations à vous donner de votre département, de votre région, qui connaissent le marché. Il y a des études de marché qui s'achètent. Il y a des organismes qui font des études département par département. Et puis, vous avez la chambre des notaires. Par exemple, si j'ai 100 000 transactions par an, je termine aussi, vous avez l'annuaire national des diagnostiqueurs qui va vous permettre de savoir combien il y a de diagnostiqueurs dans votre région. Si vous avez 100 000 transactions par an et 5 000 diagnostiqueurs, il y a déjà trop de monde. Donc voilà, il faut vraiment trouver ces informations-là et ça va vous permettre de savoir s'il y a de la place. Si Mm. vous êtes dans un endroit très calme et que vous n'êtes que 3 diagnostiqueurs, il y a du travail. Si vous êtes en Île-de-France, il y a du travail aussi, mais attention à la guerre des prix. Voilà, tout ça, c'est des sources d'informations qui pourront vous aider. Je rends la parole Merci Olivier. Quentin. à Corentin. Du coup, les aides que vous allez potentiellement du coup bénéficier, que vous pouvez Mm. potentiellement avoir. Mm. La première aide, alors c'est France Travail, donc anciennement Pôle Emploi. Mm. Euh, L'ARE, l'ARCE, donc ça va dépendre du coup, c'est tout simplement l'aide au retour à l'emploi ou à la création d'entreprise. L'ARE, concrètement, c'est les indemnités mensuelles. Si jamais vous avez obtenu une rupture conventionnelle, par exemple, et que vous pouvez avoir vos droits au chômage. Donc l'ARE, indemnité mensuelle. L'ARCE, c'est le versement du coup d'un capital. En fait, vous touchez 60% de vos droits en deux parties. La moitié, donc 30% à la création de votre entreprise et les 30% restants, donc l'autre partie, 6 mois après. Et vous pouvez vous rémunérer, prendre un salaire du coup avec la RCE. C'est cumulable du coup. Mm. Donc ça, c'est un choix plus personnel par rapport à vos besoins. Est-ce que les indemnités mensuelles vont suffire à vos besoins personnels ou alors non, et là on va prendre plutôt la RCE, ou alors si on a besoin d'investissement dès le démarrage, de pouvoir du coup utiliser le capital pour se lancer. L'autre aide qui est l'ACRE, c'est l'exonération des cotisations sociales. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est valable sur un an, c'est sur les 12 premiers mois d'activité, où là, ce ne sera pas une exonération totale. C'est important de le savoir, c'est sur la moitié des cotisations sociales. Et pareil pour l'ACRE, il faut savoir qu'on ne doit pas dépasser un certain seuil de rémunération, qui est le plafond de la sécurité sociale, qui est à hauteur d'à peu près 42 000 euros du coup de rémunération à l'année. Donc ça, bien faire attention, parce que si on dépasse le seuil, l'ACRE n'est pas valable sur l'ensemble de la rémunération. Donc, on peut aussi avoir une régularisation si jamais on en bénéficie au démarrage. Mm. Et après, en aide, vous avez d'autres aides potentiellement. Ça peut être soit lié à la région, ça peut être lié aussi à la ville dans laquelle on va se lancer. Il y a des aides du coup propres à chaque ville, à chaque du coup localité. Et ensuite aux organismes publics, la CCI, la BPI, entre autres, où là, on va du coup pouvoir également demander des aides. Olivier rebondissait du coup sur les emprunts. Avec la BPI, vous avez du coup des emprunts potentiellement avec des taux intéressants, mais ça peut aussi être auprès des banques Mm. également. Très bien, voilà pour les aides. Désolé pour cette mise en page un peu bizarre. Voilà, quand j'ai mis les slides de Ici. Corentin sur l'INIED, eh ben, ça a fait des choses bizarres, mais en tout cas, c'est lisible. Allez-y. Non, pas de problème. Du coup, la troisième étape, c'est de pouvoir vérifier la disponibilité du nom de l'entreprise. Mm. Parce que vous allez pouvoir définir un nom de société si vous partez sur un statut d'entreprise. Mm. On peut du coup vérifier sur Infogreffe si le nom n'est pas déjà utilisé, et également sur le site de l'INPI, où là, c'est le dépôt des marques. C'est super important de le faire, parce que si vous choisissez un nom ou une marque qui est déjà utilisée, la personne qui a déjà la marque déposée, à tout moment, peut vous demander de changer le nom. Et si vous ne le faites pas, ça peut coûter assez cher et ça peut finir, dans le pire des cas, au tribunal. Mm. Mais voilà, autant bien faire les choses dès le démarrage. Et pour déposer une marque, il faut compter à peu près 200 euros sur le site. Ça se fait directement en ligne. Donc, en soi, vaut mieux prévenir dès le début et le faire au démarrage que Rien. plus tard, ou peut-être où ce sera trop tard, quelqu'un va prendre le nom entre-temps. Mm. Quatrième point, c'est les options, du coup, où vous allez domicilier la société ou l'entreprise.
vous pouvez le mettre à votre domicile. Ça, c'est tout à fait possible. Lorsqu'on est du coup locataire, pas propriétaire, il faut demander l'autorisation au propriétaire, une trace écrite, un mail ou un courrier. Très simple. Information, c'est si le propriétaire refuse, vous avez quand même le droit de laisser la société à votre domicile pendant 5 ans maximum. Et après, vous êtes obligé de changer. Si vous êtes propriétaire, là-dessus, il n'y a pas de sujet, vous pouvez tout à fait mettre votre entreprise chez vous. Vous pouvez également faire appel à une société de domiciliation. Donc, c'est des sociétés qui sont dans toute la France qui vous donnent accès à des adresses, du coup, dans Paris, à Lyon, dans toutes les villes, hein, et qui vous permet en fait de pouvoir du coup mettre cette adresse-là visible sur tous les documents officiels, réceptionner le courrier à votre place, de pouvoir les scanner, de pouvoir vous l'envoyer, ou faire un retour de courrier aussi. Ou alors, local commercial ou bureau. Si vous avez besoin de prendre un local ou des bureaux du coup à un certain endroit, hein, vous pouvez également utiliser cela. Une fois que vous avez du coup choisi cette adresse, on va pouvoir commencer à préparer les statuts de l'entreprise, donc les statuts juridiques. Pour ça, on va définir la forme juridique qu'on va voir juste après. Mm. Il y a plusieurs formes juridiques en France. Et ensuite, on va définir l'objet social. L'objet social, c'est l'activité de votre entreprise. Donc là, on va pouvoir du coup rédiger l'objet social en fonction du coup de vos besoins et en fonction de ce que vous allez réaliser. Donc ça, c'est super important. Vous avez une activité principale, des activités secondaires dans un objet social. Activité principale, on parlait tout à l'heure, le code APE, j'avais entendu au tout début, c'est ça qui, du coup, va être indiqué sur les documents officiels. Quand on va regarder votre société, par exemple, sur société.com, Papers ou autre, c'est les sites, du coup, qui référencent ces sociétés. On va avoir le code APE, du coup, qui est la référence de l'activité principale. Donc ça, super important. Option également, c'est pour déposer le capital social. En fait, là, je parle vraiment de société. Vous allez devoir définir un capital social. C'est la somme qui est sur les documents officiels. C'est votre trésorerie de départ. C'est pas une somme qui est bloquée éternellement. Hein, c'est uniquement le temps de la création. Et ensuite, vous l'utiliserez. Pour ça, vous avez deux choix. Soit vous déposez le capital social auprès d'une banque, soit auprès d'un notaire. Les deux sont possibles. C'est super important parce que la banque ou le notaire doit vous faire une attestation de dépôt de capital. C'est une attestation qu'on doit ajouter à votre dossier qu'on vous enverra au greffe pour immatriculer l'entreprise. Si vous ne l'avez pas, ça vous bloquera dans tous les cas. Donc ça, vraiment important parce que le greffe refusera et vous allez devoir recommencer le dossier à zéro et c'est des frais supplémentaires. Après, vous créez votre dossier complètement avec les différents formulaires obligatoires. Il y a ce qu'on appelle le M0, le TNS. M0, c'est le récap de toutes vos infos de l'entreprise et vous personnellement. TNS, c'est pour la partie plus sociale, pour l'affiliation à l'URSSAF par exemple. Une attestation de non-condamnation pénale, ça c'est obligatoire lorsque vous créez une société. C'est sur l'honneur, ça apparaît du coup sur aucun document officiel, mais c'est pour le greffe. Et donc, faites bien attention, c'est parce que certains justificatifs ont un formalisme précis, comme les formulaires, où il faut bien du coup noter les informations, bien faire attention. Comme je disais, parce que le greffe peut refuser. Pour des petites choses, même pour les documents que vous envoyez, votre pièce d'identité par exemple, il faut que les 4 bords apparaissent. Si vous avez un bord qui est rogné ou autre, le greffe refuse et votre dossier est à renvoyer et à refaire. Et c'est des frais du coup en plus pour vous. Donc faites bien attention à ça. Une fois que votre dossier est fait, on va préparer l'annonce légale. Ça, c'est une obligation lorsque vous créez la société, c'est que vous allez devoir du coup mettre l'annonce légale dans un journal officiel. Ça va dépendre du coup du nombre de caractères, mais en général, on est à peu près sur, on va arrondir, c'est 144 euros, mais 150 euros en moyenne pour payer cela. Journal officiel habilité, donc ça, vous pouvez le faire. Et vous récupérez l'attestation de parution, qui est du coup à mettre dans votre dossier. Alors, n'ayez pas peur, hein, vous avez un comptable pour vous aider à faire tout ça, hein. Exactement, tout à fait. C'est ce que j'allais venir, c'est que ça paraît énorme, mais le but, c'est de pouvoir déléguer toute cette partie création et de pouvoir vous concentrer, vous, au démarrage de votre activité. Et donc ensuite, l'étape 9, c'est le dossier. Le dossier, c'est l'envoi du dossier. À qui? Au greffe. C'est le greffe qui va traiter votre dossier, qui ensuite va donner toutes les informations à tous les organismes, comme les impôts, l'URSSAF, par exemple, entre autres. Vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça se fait en ligne. Dans la grande majorité des cas, il y a certaines régions encore comme en Alsace. Je sais que la Moselle, par exemple, le département de la Moselle, l'Alsace, du coup, demande encore par courrier, version papier. Je sais qu'ils commencent à dématérialiser, mais c'est pas encore à 100%. Mais du coup, ça rajoute un délai supplémentaire pour le traitement. Donc, faites bien attention. Si vous voulez avoir votre dossier assez rapidement, dans la majorité des cas, il n'y a aucun problème. C'est très rapide. On est sur un délai de 1 semaine, 10 jours en moyenne maintenant. Mais pour certaines régions, vous rajoutez, on est à peu près sur 1 mois de délai au minimum, comme c'est un traitement du coup papier. Et le dépôt du dossier, il est à peu près à 50 euros, du coup à 49 euros environ, pour déposer votre dossier auprès du greffe. Et ce cabis, ce fameux cabis. Exactement, c'est la dernière étape et la plus importante. Une fois que votre dossier est traité de la part du greffe, vous recevez
le document officiel d'immatriculation de votre société est bien créé, c'est l'extrait CABIS. C'est ce qui va vous permettre comme ça de pouvoir démarrer votre activité. Vous aurez le numéro SIRET de l'entreprise, vous aurez la date de début d'activité. Donc, c'est vraiment le document qui va vous donner toutes les informations obligatoires et nécessaires. Et donc, comme Olivier disait, le plus important et le plus simple pour vous, c'est de vous faire accompagner sur la création de l'entreprise. Et donc, comme je le disais, nous, au sein de notre cabinet, on propose un service de création d'entreprise qui est offert. Donc, on s'occupe de tout, de vous conseiller sur le statut juridique, de rédiger vos statuts, de préparer votre dossier et de l'envoyer au greffe. Donc, on s'occupe vraiment de la globalité de la création d'entreprise et tout ça sans frais. Alors, le statut juridique, ça, c'est un point très Yes. important. Dites-nous tout. Exactement. Et Mm. vous avez plusieurs statuts possibles en France. Mm. Vous avez le statut de la micro-entreprise. Et après, on part sur des statuts de société. EURL, SARL, SASU, SAS. Petite info, URL, SARL, c'est quand on est minimum URL, seul associé. Mm. SARL, au minimum deux associés. Pareil pour la SASU. SASU, seul associé. SAS, au minimum deux associés dans l'entreprise. La micro-entreprise, très simple. C'est que vous pouvez créer une micro-entreprise gratuitement, la fermer gratuitement. Ça se fait directement en ligne. C'est un suivi administratif qui est ultra simplifié. Ça a été fait et créé, ce statut, par l'État pour favoriser l'entrepreneuriat, justement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez devoir déclarer, en fait, c'est pour ça que c'est simple, c'est que vous avez une déclaration à faire. C'est à l'URSSAF. Et ensuite deux lorsqu'on est soumis à la TVA. À l'URSSAF, soit trimestriellement, tous les 3 mois, soit mensuellement, que vous déclarez votre chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, vous payerez vos cotisations sociales, donc auprès de l'URSSAF, et également l'impôt sur le revenu, qui va être du coup avec un abattement que je vais vous expliquer juste après. Il y a certains seuils du coup à respecter en micro-entreprise. Vous avez le seuil du plafond de la micro-entreprise, donc dans la prestation de service, donc dans votre domaine d'activité. Le seuil il est de 77 700 euros. C'est un seuil qu'on peut dépasser pendant 2 années consécutives avant de changer obligatoirement de statut. Donc ça, c'est important. Très souvent, on pense que dès la première année, si on dépasse, on doit changer. Vous pouvez du coup faire 2 ans avant de basculer. Et l'autre seuil, c'est celui de la TVA. Entre 0 et 36 800 euros de, TVA, de chiffre d'affaires, vous n'avez pas de TVA à mettre sur vos factures. Par contre, votre prestation, la facture qui va faire dépasser ce seuil, doit être soumise à TVA et ensuite le reste est soumis à la TVA qui est au taux de 20%. Donc ça, c'est la partie plafond. La partie sociale, c'est que c'est le régime qu'on appelle des indépendants, TNS, travailleurs non salariés. Vous allez du coup payer 23,1% de votre chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Et donc sur les déclarations mensuelles ou trimestrielles. Le montant, c'est 23% à l'heure actuelle, mais qui va également du coup évoluer sur les années à venir. Donc faites bien attention, on va monter à 25% par la suite et on monte à quasi 27% dans 2 ans. Et l'impôt sur le revenu, vous avez un abattement. Vous ne serez pas imposé sur 100% du chiffre d'affaires, mais sur 34% du chiffre d'affaires. Sur 66%, pardon, c'est un abattement de 34%. Mm. Ou alors sur ce qu'on appelle le prélèvement libératoire. Pour ça, c'est certaines conditions pour en bénéficier. On paye 2,2% du chiffre d'affaires. Il faut avoir des revenus du coup sur l'avant-dernière année sur N-2. Là, en 2024, il faut regarder 2022. Si on est seul sur le foyer, par exemple, il faut avoir des revenus inférieurs à 26 000 euros. Et on double si on est deux du coup sur le foyer. Donc ça, il faut faire attention, mais vous pouvez être potentiellement éligible. Donc ça, c'était la micro-entreprise. Là, on va parler d'un statut de société. Donc que ce soit URL, SARL, SASU, SAS, c'est la même chose. On va créer une société, une personne morale. Protéger du coup le patrimoine personnel. On va séparer le patrimoine personnel de l'entreprise. Donc ça, c'est important. Pas de limite de chiffre d'affaires. Par contre, il y a une tenue comptable obligatoire. Vous allez devoir faire un bilan en fin d'année, une liasse fiscale. C'est des formalités supplémentaires que vous n'avez pas en micro-entreprise. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours suivi comptable et donc vous faire accompagner par un expert comptable pour pouvoir déléguer toute cette partie administrative. Et là, le régime social, en EURL SARL, c'est le régime des indépendants, TNS, comme en micro-entreprise, mais pas le même montant de cotisation, je vous en parlais juste après. Et en SASU, en SAS, on est au régime général des salariés avec un statut cadre. Je vous ai fait un schéma pour que ce soit plus clair pour vous. C'est exactement la même chose pour une URL qu'une SASU. Enfin, c'est pareil, hein, chiffre d'affaires, on déduit les charges d'activité, ce que vous allez avoir au quotidien, les déplacements, l'achat de matériel, la restauration, entre autres. Je vous donne des exemples. Là, on a une notion de salaire. Vous allez pouvoir prendre une rémunération. Cette rémunération, le salaire que vous allez prendre, va être soumis à charge sociale. En EURL, en SARL, c'est 45% sur le net que vous vous versez. En SASU ou en SAS, c'est 75%. C'est pour ça que ce n'est pas la même protection. On est quand même sur une protection qui est la meilleure en France quand on est en SASU, avec un statut cadre assigné salarié. Donc, très simple, vous prenez 1 000 euros de salaire net avant impôt, la société va devoir payer 450 euros de charge sociale en plus en EURL, 750 euros en plus en SASU ou en SAS.
Et ensuite, on a le résultat fiscal. Ce résultat fiscal, il est soumis à l'impôt sur les sociétés, 15% jusqu'à 42 500 euros, c'est le premier taux. Et la différence au-dessus des 42 500 euros, c'est 25%. Et après, ce qui reste, c'est le bénéfice de l'entreprise. Alors, dans le pire des cas, un déficit si jamais vous avez un résultat fiscal négatif, donc pas d'impôt à payer. Mais le bénéfice, vous pouvez le laisser soit dans la société, comme ça on peut réinvestir, revoir pour l'année suivante ou les années suivantes, ou alors le prendre sous forme de dividende. C'est une sortie d'argent, hein, c'est une source de revenus du coup pour le dirigeant, pour vous, qui est soumis pas de la même façon qu'un salaire. En SASU ou en SAS, c'est soumis à 30% d'imposition, c'est ce qu'on appelle la flat tax. En EURL, en SARL, c'est soumis comme un salaire, on va payer les 45% sur les dividendes, donc pas du tout de flat tax. Alors, pour résumer, oui, sur ces trois choix, Ouais. Très simple, micro-entreprise. Alors, c'est si vous avez peu de visibilité. Testez votre business, voir si ça fonctionne, si ça prend. On va pouvoir du coup partir vers ce statut parce que c'est gratuit pour ouvrir, pour fermer. On peut faire ça facilement et après basculer par exemple sur un statut de société si on voit que ça fonctionne bien et changer rapidement. Le chiffre d'affaires, alors j'aime pas dire petit, mais comme du coup il y a des seuils en micro-entreprise, c'est également adapté en fonction de cela, hein. C'est pour vous permettre de pouvoir du coup ne pas être taxé de trop au démarrage et vous permettre du coup une souplesse sur cette partie-là. Et si on a peu de charges, en général on dit toujours si vous avez moins de 10 à 12% de dépenses, de frais par rapport à votre chiffre d'affaires, la micro-entreprise est adaptée. L'URL, la SRL, c'est lorsqu'on a un besoin de rémunération, lorsqu'on veut se verser des salaires tous les mois, régulièrement. On va prendre ce statut qui est moins taxé en termes de cotisation que la SASU. Si on n'a pas de problème de santé particulier et si on n'est pas proche du coup de la retraite, si on n'est pas en fin de carrière, pour vous permettre comme ça bah voilà, de prendre régulièrement et de payer moins de cotisations et de maximiser sur un revenu net plus important. Et si on a des dépenses. La SASU ou la SAS, c'est lorsqu'on a des revenus en parallèle, soit si on est indemnisé par France Travail, Pôle emploi, si on est salarié en parallèle ou autre, ou si on a d'autres revenus, tout simplement. Ça permet comme ça de ne pas payer de charges sociales. Il n'y a pas de minimum à cotiser en SASU. On paye zéro. Donc comme ça, au moins, ça permet de cumuler sa trésorerie et de pouvoir potentiellement prendre des dividendes. Ou alors, bah, si on approche de la retraite ou si on a des problèmes de santé, bah, là, on va conseiller ce statut pour vous permettre d'avoir une meilleure protection sociale possible ou avoir une retraite cadre pour valider vos derniers trimestres. Et si on a des dépenses. Tout à fait. très bien. Conclusion Super. d'accompagnement de l'expert-comptable.com. Yes. Je ne sais pas du coup si la slide derrière, s'il y a une slide derrière On qui a une en slide parle. Non. Ok, sur... ça marche. Ouais, c'est sur l'offre. Ok, bah, très simple. Comme je disais, c'est une création d'entreprise qui est offerte. Mhm. Donc, rendez-vous de conseil offert, du coup, en partenariat avec Diagactu, pour choisir le meilleur statut avec vous. Donc, ça, c'est vraiment un rendez-vous qui est offert de notre part et on prend le temps de regarder pour vous toutes les solutions et toutes les possibilités et les meilleures. Et ensuite, bah, si vous êtes intéressé, si vous souhaitez vous lancer, c'est la création d'entreprise qui est offerte et avec également le premier mois de comptabilité qui est offert. Parfait, voilà, qui est très très clair. Un rendez-vous téléphonique demandé à... Oui, ce conseil, est-ce que c'est un rendez-vous téléphonique le conseil là? Alors, c'est comme ça vous arrange, ça peut être téléphone ou visio. C'est vraiment, voilà, nous on s'adapte, téléphone ou visio. Très bien. Comme vous voyez sur la slide, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On profite de la présence de Corentin Gérard encore quelques minutes et puis nous, ensuite, on continuera notre déroulé avec Olivier. Si vous n'avez pas de questions, il semble que ce soit très clair, hein, votre déroulé, Corentin. Top, super. Et Michel notamment vous remercie. Olivier demande, vu l'investissement, il vaut mieux société, non? Point d'interrogation. Bah, effectivement, dans la majorité des cas, C'est quand même mieux. effectivement, C'est quand même mieux. ouais, Oui, tout à fait, on est tous d'accord, hein, c'est quand on est même tous le d'accord. mieux. Hmm. Ok, Auto-entrepreneur, c'est vraiment, il faut avoir un confort, j'ai envie de dire, au niveau du foyer. Si on a un conjoint qui est salarié et que on n'est pas dans le stress de pouvoir se rémunérer. La micro-entreprise, pourquoi pas, pour démarrer, pour se faire la main. Mais c'est vraiment pour moi un des seuls cas où c'est intéressant. On ne peut pas se développer en micro-entreprise, parce que dès qu'on commence à faire du chiffre et à ce que ça fonctionne, bah, on passe en TVA et puis on doit changer de statut dans les 2 ans. Donc c'est pas Ouais, autant complètement. démarrer tout de suite avec un capital, une entreprise. Et puis pour les banques, c'est plus sérieux aussi. Ouais, tout à fait. merci. Olivier, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur cet aspect choix juridique, hein, et on continuera bien sûr sur les autres aspects avec Olivier. Hervé dit, la micro-entreprise est-elle un frein pour s'assurer auprès d'un assureur?
Je ne sais Alors, pas, Olivier, c'est possible ça, non? Ou Corentin, hein, bien sûr. bah, en soi, pas particulièrement, parce que une assurance, en fait, on est indépendant, quel que soit le statut. Mhm. Mais ça rassure effectivement d'être en Mhm. société. C'est à ce niveau-là. Et comme Olivier le disait, avec un capital, avec du coup déjà des sommes engagées et un cabis par exemple, déjà ça montre quand même la viabilité du projet. Donc après en soi, bon, pour une assurance, je ne pense pas non plus La particulièrement, mais ça personne qui est peut aider. assurée, c'est la personne qui est assurée. Donc, elle va se baser sur vos certifications et vous faire une proposition en fonction de ça. On peut faire une parenthèse sur l'assureur si vous voulez. Mhm. C'est compliqué parce que je vous parlais tout à l'heure des pratiques qui ont amené le durcissement de la surveillance et de la certification. Ces pratiques ont aussi amené des assureurs à se retirer du marché. Mhm. Parce qu'il y a eu il y a eu des gens qui ont fait des procès, ça a coûté très cher en sinistre à l'assureur, et il y a certains assureurs qui se sont retirés du marché. Il y en a de moins en moins, et du coup, c'est difficile des fois de trouver un assureur. Donc ça, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. On y reviendra Euh, après, effectivement, hein. J'ai ouais, effectivement prévu ce moment-là d'information Ok. d'accord. sur ce point-là, parce que c'est super important. Tu as parfaitement raison de le souligner. Puis une autre question que j'ai vue, le seuil Euh, TVA. Le seuil TVA, alors qu'est-ce que... Je n'arrive pas à le le récupérer. seuil TVA, on est en service. Oui, c'est un Éventuellement, service. Oui, oui, ouais, c'est un service. voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, c'est ça. Et Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Mm. ouais, complètement. Et pour Michael, c'est important, Ouais. il parlait pour cumuler, est-il possible de cumuler pour la retraite en micro-entreprise. Ce Mm. qu'il faut savoir, c'est que, en fait, vous n'allez pas cumuler, si vous avez d'autres revenus en parallèle et que vous avez une micro-entreprise, les cotisations retraite ne viendront pas augmenter votre retraite pour la suite. C'est en fait, c'est vous payer en doublon, en fait, des cotisations sociales, ça c'est important. Par contre, vous pouvez mettre en place des choses derrière, un PER ou autre pour augmenter votre retraite pour le futur. Voilà, d'excellents conseils, effectivement. Bon, et ben voilà, plus de questions a priori. Michael, vous remercie, Corentin, et puis moi aussi, chaleureusement, d'avoir passé ce moment avec nous. C'était très intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup, Corentin Gérard, donc du site l'expertcomptable.com. Et on aura toutes vos Super. coordonnées de toute façon donc sur les slides et sur la présentation de ce webinaire. Merci beaucoup, Corentin. Et Bien, puis, bah, merci à vous en tout à cas. très vite, à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Corentin. Voilà, nous, on va continuer, Olivier. Hop, sur notre déroulé. Alors, oui, je voulais qu'on évoque quand même cette possibilité, parce qu'on parle de création d'entreprise, mais bien sûr aussi, hein, vous n'êtes pas sans savoir que forcément, il y a des entreprises à vendre aussi, hein. Il y a évidemment un turnover, entre guillemets, bon, relativement Ça important. va augmenter. Ça va augmenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconvertis, qui arrivent à la retraite. On le dit, Donc là, il effectivement. y a des opportunités qui s'ouvrent là en ce moment et dans les années à venir. Oui, oui, depuis déjà quelques mois déjà, effectivement, mais Ah ça ouais. va s'accélérer. Donc, beaucoup de diagnostiqueurs qui sont à leur compte, qui ont atteint un âge, voilà, de retraite, ou qui, parfois aussi, il y a aussi un côté ras-le-bol, hein, ça peut arriver aussi, bien sûr, enfin, pour plein d'autres raisons. On peut bien sûr être amené à vendre son entreprise. Ça peut être une opportunité pour vous qui souhaitez justement vous installer dans ce métier. Au lieu de créer votre entreprise et de partir de zéro, bah, vous avez aussi la possibilité de reprendre une entreprise qui existe déjà, donc de la racheter. Donc en fonction évidemment de ce que vous souhaitez faire, de vos bien sûr capacités évidemment financières, hein, bien sûr. Alors, ça peut être de toute taille, hein, ça peut être une entreprise très simple d'un diagnostiqueur qui travaillait tout seul et qui était voilà, sur votre marché local et qui arrête. Mais ça peut être aussi, bien sûr, si vous en avez les moyens, une entreprise très structurée avec plusieurs salariés, des antennes parfois régionales, etc., qui peuvent bien sûr nous amener jusqu'à quelques centaines de milliers, voire quelques millions d'euros. Bien sûr, là, c'est des cas assez particuliers. Mais voilà, donc à partir de 20, 30 000, 40 000, 50 000 euros, on peut imaginer effectivement reprendre une entreprise qui existe déjà. Ça vous permet de pas commencer à zéro, de évidemment bénéficier d'un fichier bien sûr client, d'avoir déjà un pied sur ce marché. C'est toujours intéressant d'avoir cet atout-là. Et puis aussi, on insiste beaucoup chez Diagactu parce qu'évidemment, on vous aide, hein, on vous accompagne hein, dans cette transmission d'entreprise, dans ce rachat. C'est aussi pour vous qui êtes nouveau diagnostiqueur, qui sortez des formations que l'on dit souvent trop théoriques, ces formations initiales
commercial de diagnostiqueur, c'est aussi bénéficier de cette période d'accompagnement, hein, qui est quasiment systématique avec le vendeur de l'entreprise, c'est-à-dire pendant une période qui est négociée entre vous avec le vendeur de quelques semaines à quelques mois parfois, de rester avec lui au sein de l'entreprise pour qu'il vous aide à donc démarrer, à vous mettre le pied à l'étrier, vous expliquer les tenants et les aboutissants de du fonctionnement dans l'entreprise, bien sûr, que vous achetez, puis aussi de ce métier. Donc, c'est une belle, un beau complément à votre formation théorique de pouvoir bénéficier de cette période d'accompagnement avec un vendeur. Ça peut être un atout intéressant, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, de ton Oui, côté. oui, je l'ai vécu. Donc, je sais, Oui, la reprise d'entreprise, j'ai voilà. repris une entreprise. Oui, très bien. Donc, je peux vous donner quelques conseils. Oui, on t'écoute. Déjà, il n'y a pas de garantie de chiffre d'affaires futur. C'est pas parce que le vendeur fait 150 000 ou 200 ou 300 ou 600 000 euros, vous allez faire autant. Mm, Parce que souvent, il y a un côté humain avec des affinités clients-fournisseurs qui vont pas forcément se transmettre ces affinités. Donc, ça faut bien réfléchir à ça. Quand vous allez reprendre l'entreprise, il va y avoir une transaction avec des avocats. Prenez votre avocat, ne prenez pas l'avocat du vendeur. Il vaut mieux avoir une partie qui défend vos intérêts. Comme tu le dis, Alain, il faut bien border l'aspect accompagnement. C'est très important. Ça peut se mettre par écrit, ça aussi. bien sûr, Hein, il faut même. l'accompagnement, Mm, sur quelle durée, de quelle nature. Et dernier point, si c'est une entreprise avec des salariés, que ce soit un ou N salariés, ne négligez pas l'aspect humain. Je pense que c'est le plus important. Il faut vraiment que vous soyez accepté par l'équipe. C'est très difficile d'être légitime si c'est pas vous qui avez recruté les personnes. C'est ça, je vous le dis d'expérience, j'ai travaillé dans des grands groupes avant d'être à mon compte. J'ai recruté, j'ai renvoyé, j'ai négocié des départs, des transactions et autres. J'ai vraiment tout vécu. Et l'aspect le plus important quand on reprend une entreprise, c'est l'humain entre vous et les salariés. Il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Parce que si vous en apercevez trop tard, vous pouvez le là, payer c'est très ça. cher. Mm. Ouais, Voilà. l'entreprise, c'est de l'humain, on ne le dira jamais assez, non, effectivement, ça, c'est tellement important. Et puis, voilà, pour compléter, Corentin parlait des aides ou des accompagnements, c'est un peu les mêmes hein, dans le cadre de la reprise d'entreprise, certaines sont spécifiques, hein, mais voilà, vous avez aussi effectivement différents panels d'aide et d'accompagnement L'acre, de ça la veut dire reprise. aide à la création et à la reprise d'entreprise. Notamment celle-là, Donc ça, effectivement, qui est la plus vous l'avez importante, en tout aussi. cas Moi, la j'en ai plus bénéficié, hein. ouais, ouais, et moi aussi, il y a très longtemps, effectivement. Donc, elle Voilà. existe encore, elle est importante. Effectivement, l'exploiter. Un mot aussi, parce que c'est un choix important pour vous qui souhaitez vous installer dans ce métier, c'est tout simplement de savoir si vous voulez vous installer seul, en indépendant, et donc de créer votre entreprise en toute autonomie, ou comme vous le savez, hein, dans tous les secteurs, maintenant, nous avons des réseaux de franchise. Euh, qui peuvent vous accompagner là, pour le coup, dans tout ce processus de création d'entreprise, évidemment des démarches de développement de l'entreprise et puis tout au long de votre vie de diagnostiqueur, avec un accompagnement juridique, commercial, etc., etc. Vous bénéficiez de cet accompagnement du réseau de franchise, du franchiseur, mais évidemment en contrepartie, vous le savez aussi, bien sûr, vous devez euh, évidemment avoir une contrepartie financière hein, auprès du franchiseur qui est souvent un taux de votre chiffre d'affaires. Il y a aussi parfois aussi un montant, Un euh, droit de- d'entrée. voilà, un droit d'entrée qui peut être de 0 €, je crois, sur certaines entreprises, dans certains réseaux, jusqu'à 25 000, à peu près 30 000. Dans les réseaux de franchise de diagnostic immobilier, à peu près, c'est à peu près ça. Les plus connus, c'est celles qui sont là, Diagamter, Agenda, Exim. Voilà, ça, les trois plus connus, mais il y en a bien d'autres, hein. Il y en a une petite quinzaine, même un peu plus maintenant. Là aussi, Olivier, quel est un peu ton commentaire sur ce choix? Bah, c'est une question d'affinité. Mm, Est-ce qu'on se sent à l'aise pour aller attaquer un marché en partant de rien? mm, Ou est-ce que on a envie de se faire accompagner? L'intérêt de la franchise, c'est quand même que c'est une grosse machine qui fait de la pub. À un moment, il y avait Agenda sur France Info, mm, sur Météo France, avec Agenda Diagnostic. mm. Voilà, donc des fois, vous voyez même à la télé avant une émission avec telle entreprise de diagnostic. Donc la franchise a quand même une certaine notoriété sur toutes les grosses machines. Donc ça, c'est un atout parce que ça va vous permettre de vous lancer. Et puis aussi, ils ont un site internet. Les gens qui cherchent très souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se connectent, ils cherchent un diagnostiqueur, hein, donc ils tapent diagnostic immobilier sur Google. Et puis souvent, les franchises, elles sortent en premier. Et puis comme vous êtes en chasse gardée parce qu'elles sont découpées géographiquement, vous êtes sûr que si vous êtes chez Agenda sur telle région, il n'y a que vous.
Donc tout ça, ça se paye et c'est une forme de sécurité. Maintenant, si vous êtes suffisamment à l'aise, sûr de vous pour vous lancer seul, il n'y a pas d'intérêt à dépenser une partie de son capital pour entrer dans une franchise. Voilà, en gros, comment je vois la chose. Voilà, je crois qu'on a tout résumé, Et effectivement. puis, ah oui, il y a quand même la veille technologique, la veille juridique, Mm. qui est souvent fait dans le package de la franchise. Donc, ça veut Mm. dire que vous avez une newsletter, vous avez une base de données, vous avez aussi un référent technique que vous pouvez appeler sur le terrain si vous vous coincez sur un sujet. Donc, c'est quand même une forme de sécurité qui se paye, mais qui est présente. Après, il y a des franchises de très très bon niveau qui vont vous accompagner très efficacement, et puis d'autres réseaux de franchises qui sont peut-être moins performants. Attention aussi à ça, évidemment. Là, il faut vraiment Faut un demander tout ce qui est dans minimum. le package, en fait. Comment? Faut poser la question, qu'est-ce qu'il y a Oui, dans le package, à quoi j'ai exactement. droit, est-ce que je peux appeler de manière illimitée, de Connaître le référent technique, etc. les moyens en hommes et financièrement qui sont mis derrière aussi dans cet accompagnement pour chaque réseau, effectivement, mais c'est très important. Et puis le réseau, comme tu disais, aussi une enseigne, une notoriété. Donc, C'est ça. quand on est chez Diagamter, Agenda ou Exim, on bénéficie de cette notoriété. Et sur d'autres réseaux qui sont pas assez encore développés, évidemment, cette notoriété, elle est presque nulle, donc ça a aussi un point important, bien sûr, c'est des choix par rapport à ça. Juste une question aussi, Olivier, je sais que c'est important et c'est une question qu'on évoque beaucoup dans notre Ouais. profession. Est-ce qu'on peut maintenant, selon toi, exercer ce métier seul, sans être accompagné, tout seul, avec tous ces diagnostics à faire, cette formation importante, Non, ce non, cadre là, juridique? spontanément, je te réponds non, on ne peut pas travailler seul. Ouais. Il faut vraiment s'armer avec des confrères. Mm. La franchise, ça, c'est aussi un aspect qui peut être intéressant. Mm. Mais voilà, moi, Diagactu m'a énormément aidé, hein. C'est parce il y a un forum qui est très actif. Alors, il est un peu moins maintenant, mais il est Un quand peu même moins très maintenant. intéressant. Ouais. Il y a une base d'information très, très, très fournie hein, maintenant, une veille juridique, une veille décideur. La veille juridique, je pense qu'il faut la prendre. Je fais pas la pub de Dégactu, mais de toute façon, vous devez justifier au certificateur, dans le cadre de sa surveillance en cours de cycle de certification, que vous faites de la veille juridique vous-même. Donc, soit vous la faites parce que vous êtes dans une franchise, soit vous la faites parce que vous êtes abonné à des newsletters ou vous avez payé l'abonnement à Diagactu pour avoir accès à la veille juridique. Il n'y a pas que Diagactu, je ne vais pas citer tout le monde, c'est pas le but, mais voilà, on ne peut pas démarrer seul. Et puis, il faut venir au salon, il y a des salons professionnels, hein, il y a le salon des professionnels de l'amiante, il y a les rendez-vous du Diaguimo au printemps chaque année Ouais, j'allais dire, à effectivement, c'est Paris. important de le dire, le 20 Ça mars. permet, Voilà, voilà, ça permet, vas-y, vas-y, le je, 20 non, mais mars. je donne rendez-vous effectivement à tous ceux qui participent aujourd'hui et puis à tous ceux qui nous reverront en replay, hein, puisque je le rappelle, ce webinaire sera posté sur YouTube, hein, sur la chaîne de YouTube de Diagatu. J'ai mis l'adresse email, pardon, le lien en tout cas internet là au début. C'est le 20 mars, hein, les rendez-vous du Diagimo, c'est le salon des diagnostiqueurs, le 20 mars à Paris, au parc floral de Vincennes. Tous les ans, on s'y retrouve notamment avec Olivier, mais avec plein de ses confrères. C'est vraiment le rendez-vous là de ce métier. Vous pourrez rencontrer évidemment des diagnostiqueurs comme Olivier. Olivier, je pense que tu y seras, j'espère en tout cas, Oui, mars oui, j'y serai. prochain. Bon, voilà. Et puis aussi les organismes de formation, de certification, les assureurs. Les vendeurs de matériel, on va parler du matériel après. Voilà. Et là, effectivement, vous aurez vraiment là aussi, en discutant, en étant curieux, en rencontrant un peu tous ces acteurs-là, une vue très, très pleine et entière de notre métier, si vous n'êtes pas, bien sûr, d'ici là, lancé. Mais c'est vraiment un rendez-vous maintenant devenu incontournable, hein, le 20 Donc, mars. Donc, voilà, ne restez pas seul. Moi, ça fait 16 ans que je fais ce métier. À force de réseauter, mm, je connais énormément de gens du métier, donc c'est très mm, intéressant. Et il y a un dernier canal intéressant pour vous aussi de développement, c'est les réseaux d'entreprise. Il y en a partout en France. Il y a plein de réseaux très connus, hein. Il y a Protéines, BNI, des réseaux mm, locaux dans lesquels vous avez, alors c'est payant, il faut payer une cotisation annuelle, mais vous avez un retour sur investissement. Et il n'y a pas beaucoup de diagnostiqueurs dans ces réseaux. Donc ça, c'est un filon intéressant, de faire du réseautage. mm. Et il y a un compte LinkedIn aussi. Intéressez-vous au métier, essayez de publier si vous pouvez. Ça peut être sympa de montrer des photos sur le terrain Ouais, on va parler d'un aussi un cas. peu après. Voilà. Bah Mm. alors, bon, on y va. Allez, Non, on cette avance. visibilité numérique, elle est importante aussi. Effectivement, tu as Ouais, raison là tout à aussi fait. de le rappeler. C'est des points tellement importants. Allez, on continue. Hop, hein, j'ai raté la slide. Voilà. Ah oui, alors, justement un point. Alors, tu l'avais évoqué hein, justement rapidement cette problématique là qui existe et qui ne s'améliore pas vraiment depuis quelques années, qui concerne la sinistralité
du diagnostic immobilier. Alors, je dis en hausse, mais effectivement, en tout cas, elle ne baisse pas pour le moment en Ah, tout si, si, cas. elle va continuer à monter. Voilà, c'est ce que certains effectivement observateurs disent aussi. Voilà. Donc ça, c'est un point important, bien sûr. Et ce qui, évidemment, la grande conséquence qui est très négative, d'abord, bon, évidemment, ça participe à l'image qui est pas toujours très très favorable de ce métier-là, parce qu'on met en évidence aussi ces accidents de sinistralité, mais aussi parce que bah, les assureurs sont inquiets. Hein. Ils sont pas assurés, ils sont pas rassurés, les assureurs. Donc, ils sont moins nombreux sur ce marché à accepter d'assurer les diagnostiqueurs, les entreprises de diag, et notamment les nouveaux diagnostiqueurs. Donc, si ils acceptent, c'est un niveau de franchise plus élevé. Donc, votre assurance vous coûtera plus cher sans doute maintenant qu'il y a encore 5 ou 10 ans. Et puis peut-être que vous aurez un peu de difficulté à en trouver, même si a priori, pour l'instant, il n'y a pas de vraiment de grosse problématique pour avoir un assureur quand même pour démarrer. Ton avis sur ça, Olivier? Bah, tous les points qui sont indiqués ici, je les ai cités, hein. La responsabilité pro, elle est obligatoire. Hmm. C'est obligatoire. Vous pouvez pas travailler sans attestation d'assurance. Assurance De obligatoire. toute façon, Hmm. si vous ne l'avez pas, vous ne serez pas certifié. Enfin, le certificateur vous allumera en cours de route. Hmm. Même le donneur d'ordre, hein, peut vous Ouais, allumer. il C'est faut corriger le obligatoire. risque en plus derrière. C'est dans le code de la construction. C'est les articles, si j'ai bonne mémoire, R274, 1, 2, 3, 4, sur l'indépendance, l'assurance, les moyens, voilà, tout ce qu'il faut pour être diagnostiqueur. Donc ça, c'est incontournable. La sinistralité, elle est effectivement en hausse, surtout depuis que le diagnostic STAR, le DPE, est devenu opposable. Alors ça veut dire qu'opposable, ça veut dire que n'importe qui peut attaquer le DPE que vous aurez réalisé. C'est pas seulement celui qui a donné l'ordre, ça peut être le locataire. Un an après, il a un DPE qui est en C et puis lui il se rend compte qu'il consomme en G. Donc il peut se poser des questions et faire vérifier le diagnostic. Et s'il y a eu de la triche, ben, il peut vous attaquer. Donc la sinistralité, oui, elle est en hausse et elle va continuer. Elle va continuer. Le diagnostic le plus attaqué avant, c'était la Carèse, parce qu'il y avait un peu de triche sur les surfaces. Voilà. Aujourd'hui, ça va être le DPE, c'est clair et net, hein, tout le Il monde le reste dit. beaucoup, effectivement. Oui. On a Voilà. Donc aussi, voilà, il faut vraiment bien border faire bien son travail, c'est tout. Si vous faites bien votre travail, vous ne serez pas inquiété. C'est pas compliqué, hein. voilà une parole pleine de bon sens. On est bien d'accord, Olivier. Ça, c'est sûr, même C'est si comme sur la route, hein, si vous brûlez pas de feu et si vous dépassez pas, vous ne serez pas flashé. Voilà, ce qui n'empêche pas parfois d'avoir des accidents, même si on est sérieux, mais oui, oui, ça n'empêche pas d'avoir des ça accidents. limite beaucoup, beaucoup les risques. Ça, c'est une évidence. Donc, on ne peut que conseiller d'être extrêmement rigoureux par rapport à ça. Le matériel, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, il y a un matériel qui est indispensable, voire obligatoire, mais en tout cas indispensable, ça c'est sûr. J'ai fait Attends, j'ai deux. une question là. Attends, il y a une Oui, question sur la décennale. On revient sur l'assurance. oui, Ils peuvent pas, il n'y a pas de décennale dans notre métier. C'est la seule décennale, c'est quand vous faites de la maîtrise d'œuvre. On n'est pas maître d'œuvre. voilà, exactement. C'est une assurance Non, responsabilité non, civile professionnelle. Hein. c'est Oui. RC Pro. Il n'y a pas de décennale. Mm. C'est pas normal. Ouais, même s'il y a eu un débat par rapport à l'audit énergétique, mais en tout cas, Non, 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 il y a pas il y la a pas- décennale, Mm. c'est quand vous touchez à des éléments de structure, de Ouais, ouais, fondation, de bien sûr. couverture, C'est un, d'enveloppe du bâtiment. c'est un autre C'est métier. pas du tout notre domaine. Mm. Alors, ce matériel, sauf si évidemment il y a d'autres questions, n'hésitez pas, encore une fois, hein, si vous avez des questions, on est là pour y répondre, bien sûr, notamment avec Olivier. Alors, ce matériel, alors j'ai fait deux distinctions. Ce matériel, encore une question d'injustement, sauf si c'est Non, un. c'est la suite de ce qu'on vient de dire. D'accord. Bon. Bah, je sais que c'est un problème, mais il faut vous accrocher ou trouver une autre assurance, hein. C'est pas normal. La décennale, il faut qu'il vous prouve par un texte que c'est indispensable. Vous avez le code de la construction, allez voir. Je vais vérifier, mais c'est les R274, hein, donc vous allez les chercher sur Légifrance, c'est le site dans lequel il y a tous les textes de loi. Vous allez donc consulter les codes, vous allez dans le code de la construction et vous tapez diagnostic, vous allez sortir les articles. Hmm. Très bien. Donc, le matériel. Hop, attendez, je regarde, je vérifie ce que j'ai fait. Très bien, ben voilà. Bon, bah, je ne peux pas vous en dire plus, hein, faut vous défendre. Là, effectivement, si on va sur les textes du CCH, vous avez évidemment toutes les informations. Là, on est à la source de tout. Euh, Hop, je vérifie. Très bien. Donc, ce matériel, encore une fois, je disais, donc, j'ai distingué le matériel de l'aniseur plomb, ce fameux. Alors, j'ai pas mis la photo, j'ai oublié de le faire. Ce fameux sorte de pistolet là qu'on met sur les murs pour mesurer
Donc la quantité de plomb dans les peintures, dans le diagnostic plomb, hein, bien sûr, hein, aussi différents métiers, de différents diags sur le DDT vente et location, et puis l'équipement informatique avec et l'ordinateur et ce fameux logiciel, puisque évidemment on doit avoir un logiciel pour exercer ce métier-là. Le matériel, on va pas forcément faire évidemment toute la liste du matériel, mais qu'est-ce qu'on peut en dire là, Ah bah, rapidement? je peux la faire, la liste, Ah hein. bah, très bien, vas-y. En électricité, faut un testeur d'installation. Alors, il y a des matériels tout en un qui font tout. Mhm. Et puis, vous pouvez acheter chez d'autres fournisseurs un matériel qui va tester la continuité, un matériel qui va tester les différentiels. C'est un choix. Après, Mhm. vous avez des fournisseurs sur le marché qui sont très connus. Je fais pas de pub, mais je pense à Testoon notamment, Oui, qui est testons un gros notamment. fournisseur du marché. Voilà. Donc, pour le gaz, il faut un analyseur de combustion, il faut un chronomètre. Bon, ça, c'est standard. Vous avez votre téléphone, hein. Pour la caresse, il faut un laser. C'est pas donné, hein, un mètre laser, hein. N'achetez pas un mètre laser chez Leroy Merlin Ah oui, oui. parce que s'il y a des incertitudes, achetez un vrai mètre laser. Mhm. Le plus connu, c'est Leica, hein. Mhm. C'est la marque phare que tout le monde a. Vous avez des petits modèles à 200 euros et puis des modèles à 800-900 euros. Ça dépend ce que vous voulez faire. Pour le DPE, bah, faut un vitromètre pour vérifier comment sont faits les vitrages, parce que vous avez une obligation de décrire le type de double vitrage. Voilà. Pour le plomb, ben, on va en parler juste après. Pour l'amiante, ben, c'est votre savoir-faire et c'est quelques petits matériaux, des outils pour pouvoir faire des prélèvements, parce qu'il y a certains prélèvements qui sont obligatoires. Les prélèvements de la liste A et B de l'annexe 13.9 du Code de la santé publique. Je rentre dans le détail, mais vous verrez dans le replay, vous pourrez prendre le temps de relire ce que je viens de dire. Et pour les termites, bah, il faut aussi du matériel. Il faut une loupe, faut une lampe torche très importante. Prenez de la bonne qualité. Un pointeau pour vérifier le bois. On a le droit de piocher le bois, hein, c'est très important, hein. On ne se contente pas de faire un examen visuel. En termite, on pioche le bois vraiment. Ça veut dire qu'on va planter le pointeau dans le bois, éventuellement un ciseau à bois. De toute façon, si le bois est pourri, il partira en miettes, c'est pas à cause de vous, hein. C'est à cause des termites ou des insectes à larves xylophages. Voilà. Et l'analyseur de plomb. Donc, bah, je vais Et puis, rebondir sur le juste second un mot point. sur les EPI aussi, Oui. évidemment, les équipements de protection. Alors, les équipements de protection, mais j'en ai Voilà. pas parlé, je parlais que du matériel. Oui, oui, tu as raison, parce que ça fait partie Euh, un peu de cet équipement. oui, oui, bah, il faut avoir des gants. Sur certains sites, des chaussures de sécurité, ça coûte pas Mm. cher. Une visière pour l'électricité, on sait jamais, hein. Vous savez, un arc électrique, ça peut être mortel, tout Mm. simplement. Voilà. Pour l'amiante, bah, il y a tous les équipements d'amiante. Alors moi, je fais beaucoup d'amiante, donc j'ai un masque à ventilation assistée. Ça coûte un peu cher, mais vous n'en aurez pas besoin. Il vous faut juste des masques jetables Ouais, ouais, ou un demi-masque à cartouche. Ça vaut quelques dizaines d'euros. ouais. Voilà. Alors, l'analyseur plomb, lui, il Et vaut la pas. combinaison. L'analyseur plomb, Oui. il vaut pas quelques dizaines d'euros, lui, par contre. Non, ça peut. Bah, le plus cher, il vaut dans les 25-28 000 euros. Mm. Et le moins cher, il vaut d'occasion. Vous pouvez en trouver à 6-10 000 euros d'occasion. C'est souvent le matériel sur lequel on fait un emprunt bancaire ou un crédit bail ou une location. Ouais. Alors la Est-ce qu'il y a... location, pourquoi pas? Vas-y, vas-y, poursuis, poursuis. Excuse-moi. Ouais, si vous avez un gros volume d'activité plomb, de toute façon, vous pouvez pas y échapper. Ça dépend de votre région. Mm. Le diagnostic plomb pour la vente et la location, la date c'est 1er janvier 1949. Tout ce qui a été construit avant, on a une obligation de diagnostic plomb. Donc si vous êtes dans Paris, faut pas chercher. Pour pas trouver de plomb dans Paris, il faut acheter du neuf. Et comme il n'y a pas de neuf, il y a du plomb quasiment partout. Sauf dans les immeubles un peu modernes. Mais voilà, donc il vous faut un analyseur plomb. Si vous êtes à Bordeaux, si vous êtes à Lyon, c'est des villes anciennes, à Lille, il vous faut un analyseur plomb. Toutes ces villes-là ont des immeubles anciens en pierre ou en briques. Voilà, ça dépend de votre région. Mm. S'il y a beaucoup de maisons anciennes dans votre région, c'est pareil. Il vous en faut un. Après, vous pouvez soit vous le faire prêter par un Mm. confrère, soit avoir un contrat de location avec le fournisseur, ça se fait aussi, hein. Oui, oui, la location, je vois 600 euros mensuels, pourquoi pas? Mais à crédit, chez Fondis aussi, si vous faites un crédit sur 5 ans, vous êtes à moins de 500 euros. C'est un choix. C'est un choix, il y a plusieurs analyseurs, c'est à vous de réfléchir. Est-ce que vous voulez une source radioactive qui dure 5 ans, qui dure 2 ans? Ça dépend du modèle. La source 2 ans, il faudra la renouveler, elle coûte moins cher. La source 5 ans, elle coûte plus cher et le renouvellement, il est à 8 000 et quelques, hein, donc il faut y penser dans 5 ans. Si vous faites un crédit, c'est bien de faire le crédit sur la même durée que la source, comme ça vous finissez votre crédit et vous pouvez réemprunter pour changer la source.
Ne faites pas de crédit de trop long s'il faut racheter une source dans 2 ans. Alors, on parle de Donc sources tout ça, c'est des radioactives, hein, on est paramètres. bien d'accord, hein, La je source ne pas radioactive. préciser. Oui. Point important, on n'en a pas parlé. Hmm. Vous devez avoir une formation en radioprotection. Oui. Une Il faut avoir un réglementation très analyseur de stricte, plomb. hein, dans l'utilisation et le Voilà, un développement de ces coffre-fort énergies. qui résiste aux incendies, un Hmm. extincteur dans la voiture, chez vous. Bon, ça, c'est pas le plus cher, mais c'est des obligations. Tout ça, faut y penser. Hmm. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour du Mais matériel on plomb. peut, on Ensuite, peut démarrer en tout cas sans analyseur si alors, effectivement on l'alternative travaille en un peu en cours, collaboration. c'est pas alors, vous avez la source radioactive qui émet un rayonnement et qui a une durée de vie. Je vous parlais Oui. de 2 ans ou 5 ans. Et vous avez le tube rayon X Hmm. sans source. Donc, quand vous coupez le courant, il émet pas de rayonnement. Et quand vous mettez du courant, il émet un rayonnement. C'est le tube à rayon X. Hmm. Au début du diagnostic plomb, il a été permis un certain temps, puis il a été vite interdit parce qu'en fait, il n'était pas assez puissant en termes de rayonnement pour, je rentre dans le détail, là c'est mon côté ingénieur qui ressort, pour exciter les électrons des raies K et L. Hmm. Euh, pour pouvoir savoir si une peinture contient du plomb, il faut la solliciter et elle va réagir. Hmm. La source radioactive a une puissance assez forte pour que ça réagisse. Le tube à rayon X n'était pas assez fort. Hmm. Là, effectivement, il y a un lobbying assez fort d'une société qui essaye de remettre le tube à l'ordre du jour. Effectivement, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, si vous vous lancez, vous ne pourrez pas acheter un tube à rayon Oui, X. c'est pas pour maintenant, ça c'est sûr. Hmm. Puis moi, je trouve qu'ils exagèrent parce qu'ils sont au même prix que la source, alors que c'est pas du tout la même technologie. Ils pourraient être beaucoup moins chers. Mais bon, ils profitent du marché. Ils s'alignent au prix du marché pour faire plus d'argent. Bon, ça, c'est un point de vue perso, hein. Voilà qui est dit, très bien. Et puis cet équipement informatique, donc l'ordinateur bien sûr, hein, sur le terrain, et puis le choix du logiciel métier qui est Alors, important. il vous faut un portable. Alors, soit vous faites le choix d'une tablette pure sans clavier et avec un portable au bureau et vous faites un transfert de dossier pour faire votre rédaction de rapport quand vous rentrez au bureau. Soit vous achetez un portable hybride. Moi, j'ai un Surface Pro Microsoft. On détache le clavier et on a un portable qui se balade sur le terrain. Achetez une coque de protection. Vous le ferez tomber une fois, pas deux. Donc la coque n'est pas donnée, mais acheter une coque c'est très important. N'achetez pas sur Amazon la première coque un peu design, hein. Prenez quelque chose avec des coins rembourrés, certifié, ça existe, hein. C'est facile à trouver. Voilà pour le logiciel. Je parlerai de l'ICL après. Une imprimante, très important. Il y a encore des gens qui veulent des versions papier des rapports. Puis de toute façon, je vais vous dire une chose, quand vous faites des diagnostics pour des professionnels sur des bâtiments, bah, il faut imprimer les plans et aller sur le terrain avec. Donc il vous faut une imprimante, de toute façon. La connexion Internet, tout le monde a ça. Et puis la sauvegarde, hein, pensez-y, c'est très important. Votre PC crash, vous n'avez plus rien. Donc il Donc, faut en une sauvegarde. l'expérience du diagnostiqueur Oui, qui oui. parle. Oh, j'ai pas vécu ça, mais je Hmm. suis précautionneux. Il faut une bonne sauvegarde sur le cloud ou chez vous. Moi, je veux pas sur le cloud parce que j'ai pas envie de donner mes infos à n'importe qui. Oui, attention à ça aussi, C'est effectivement. pareil, c'est un choix Les perso, données, hein. ça s'en va vite et ça s'est C'est récupéré. c'est un choix perso, hein. Hmm. L'ICI, elle a un cloud qui est très bien. J'espère aussi, ils ont tous des clouds. Vous avez aussi le cloud de Microsoft, hein. Vous pouvez acheter de l'espace, hein. Hmm. Un compte Internet, essayez de pas avoir une adresse Gmail, ça coûte pas cher d'acheter un domaine. Si vous avez une boîte qui porte un nom qui vous plaît et tout, achetez un domaine, c'est quelques dizaines d'euros par an, et vous aurez une adresse mail au nom de votre domaine. C'est toujours Ouais, plus pro que d'être chez c'est plus Orange ou pro. Gmail. Hmm. Ça fait moins amateur. Hmm. Voilà, donc je vous le dis Très bien, parce que j'ai été Orange pendant des années, on va hein. en parler justement après, justement, oui, effectivement. Voilà. Alors le logiciel numéro un en France, c'est l'ICL. C'est le plus abouti. Je connais pas Sogexpert, hein, je réponds à la question. Je connais pas Sogexpert, donc je peux pas en parler. Euh, Moi, j'utilise l'ICL depuis le début. Ils ont tous des avantages et des inconvénients. Pour moi, Oui, c'est le plus complet. Mais vous avez Analysimo, Ad libitum. Alors, il y en a peut-être qui ont disparu depuis. Je les connais pas tous, hein. oui, Euh, oui, une diagnostic, etc. sur Enfin, le site de oui. Diagactu, vous avez une rubrique pour se lancer dans le métier, dans laquelle vous avez tous les fournisseurs, tous les Oui, formateurs, tous les assureurs, tous les effectivement, fournisseurs on de les a matériel, tous les recensés certificateurs. et on met à Vous jour ça, avez tout chez Diagactu. régulièrement. Voilà, pour répondre. Très bien, merci. On ne pouvait pas dire mieux que ça, effectivement. Voilà pour le choix du logiciel. Ensuite, alors le temps passe vite, hein, Olivier, heureusement que Ah oui, tu oui, désolé, es je suis bavard. disponible. Et ça, c'est chouette que tu sois dispo un peu plus longtemps que prévu, parce que toi, on prend toujours beaucoup de retard, mais il y a tellement de choses à dire, et encore, on ne dit pas tout, hein.
Démarrer. Alors, il y a une question là, j'ai pas vu. Oui, je suis Non, d'accord c'est bon, oui, sur voilà. le fait que l'essai est Alors, complet. alors démarrer, comment on démarre le développement de cette Mhm. entreprise quand elle est créée? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les premières démarches, premières actions commerciales? Il faut quand Eh même ben, déjà on trouver va des se mettre au clients. coin du feu et je vais parler à mes petits-enfants que j'ai pas encore. Je me souviens quand j'ai démarré, j'étais jeune et plein d'énergie. Ben, il faut sortir dans la rue. Il faut sortir dans la rue et aller chercher les agents immobiliers, pousser la porte. C'est difficile, c'est très difficile. Mm. On est dans un marché très concurrentiel. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut aller chercher les clients. Vous avez des gens qui vont vous écouter, vous recevoir et être intéressés. Il y en a qui vont vous dire moi, ça m'intéresse pas. Il y en a qui vont vous dire je prends le moins cher. Bah alors super, je vais être le moins cher, mais ça veut dire qu'il y en a un autre qui va arriver derrière qui sera encore moins cher. Donc ça vous garantit aucune pérennité. Ne vendez pas un prix, c'est pas intéressant. Mais il y en a qui sont encore comme ça, hein. Il faut trouver des qualités. Donc la stratégie marketing, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais mettre en avant pour pouvoir capter des clients. Donc il faut y réfléchir. Le sérieux, les délais, ils sont. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Je vais vous dire ce que veulent les agences, hein. Ils veulent un délai et un prix. Mais c'est difficile d'avoir les deux. Vous pouvez pas, si vous faites un délai et un prix, ben, vous allez vous retrouver, comme je disais tout à l'heure, à faire du diag vite fait, mal fait, et à avoir des sinistres ou à déclencher toute cette vague de certification très très dure qui est en train de nous tomber dessus, qu'on n'avait pas avant, et qui coûte de l'argent en plus. Donc on le paye au final. Donc il faut vraiment essayer de trouver une approche commerciale intelligente. Après, là, je vous parle des agences. On peut attaquer les clients en direct. Il y a des plateformes intermédiaires. Moi, je suis pas très fan parce qu'ils prennent une commission au passage, mais il y a des plateformes aujourd'hui. On peut se référencer chez eux. Ils vous font miroiter N rendez-vous par semaine. Pourquoi pas aller sur ces plateformes. Après, vous pouvez aussi faire votre propre pub. Ça peut être sur Internet, des bannières, ça coûte de l'argent, mais pourquoi pas sur le site du Direct Actu, hein, vous pouvez vendre votre pub sur Direct Actu pour apparaître sur d'autres sites. Il y a aussi, comment il s'appelle? Avant, c'était les pages jaunes, maintenant ça s'appelle So Local, je crois, c'est So Local. Ouais. C'est l'équivalent des pages jaunes. Mm, mm, Eux font un référencement aussi dans les moteurs de recherche pour mm. sortir en premier. Vous pouvez référencer votre société aussi sur Google, avec Google Ads, c'est payant. Tout ça, c'est plein de possibilités. Euh, il faut vous dire une chose d'expérience, hein. Il faut 2 ans pour se faire une clientèle. Vous ne rêvez pas, vous n'allez pas faire du chiffre d'affaires tout de suite. C'est pour ça que l'ACRE, qui garantit votre chômage pendant presque 2 ans, pendant que vous créez votre entreprise, ben voilà, ça colle en fait. Vous allez pouvoir vraiment vous consacrer au développement pendant que vous êtes payé par les assurances chômage. Donc, mais sachez-le, il faut 2 ans pour se faire une clientèle. Et puis après, c'est le bouche à oreille, ça fait boule de neige. Mais même quand vous avez des clients, il y a un cycle. On gagne un client, on prospère avec lui, et puis on peut le perdre un jour. Il y a toujours un cycle. Il faut l'entretenir, faut pas aller vers la fin du cycle. Il faut le renouveler, il faut proposer des nouveautés. Pourquoi pas, moi j'ai animé des réunions avec des agences, hein. J'avais 15 agents immobiliers en face de moi. Voilà, il y avait des nouveautés sur tel diagnostic. J'ai fait une réunion d'1 heure. Les gens adorent, ils vous appellent. Voilà, il faut vraiment se rendre incontournable. Et il faut aimer ce qu'on fait. De toute façon, c'est pas compliqué. Aimer ce qu'on fait, aimer les gens. Voilà, en résumé. L'animation du réseau, c'est ça, hein. J'ai parlé de tout en fait. Ouais, effectivement, tu as été très 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 complet en survol, bien sûr, mais je crois que l'essentiel est dit. Je voulais aussi axer quand même, mettre l'accent hein, sur l'importance du site Internet. Tu en as parlé hein, évidemment de cette présence sur Internet, mais évidemment la qualité du site Internet est importante aussi. C'est la vitrine hein, de votre entreprise. Elle est de plus en plus utilisée, hein, évidemment. Hein. Les gens se renseignent beaucoup sur Alors, Internet c'est maintenant. pareil, il y a des prestataires, il y en a des très connus qui sont devenus les premiers prestataires des diagnostiqueurs. Mm. Alors, moi, je suis pas fan, je préférerais faire appel à un indépendant pour faire votre site parce qu'il faut vous démarquer. Ouais, important, hein, Parce que effectivement. quand vous prenez un gros du marché qui fait que du site diagnostic, bah, vous allez avoir les mêmes rubriques. En bas Les à mêmes. droite, site réalisé par machin. Mm. Et puis voilà, vous avez le même site que votre copain, sauf que graphiquement, c'est pas le même, mais au final, c'est la même navigation, tout est pareil. Mm. Si vous avez quelqu'un que vous connaissez, un copain qui est très bon dans le développement web ou une entreprise sympa, ça coûte pas si cher un site web. Alors ça coûte pas cher, ça peut coûter jusqu'à 3 000, 4 000 euros, hein, mais pour 500 euros, 1 000 euros, vous pouvez avoir quelque chose de très bien. Donc, on peut démarrer. Euh, et vous pouvez surtout aussi faire une animation avec les réseaux sociaux, aller sur LinkedIn, faire un site, pourquoi pas Instagram,
vous filmez, vous photographiez. Tiens, je suis envoyé la photo qui est derrière moi là. Et ben là, j'étais au sommet d'une tour dans Paris et c'est moi qui ai pris cette photo. Donc, on peut faire un petit selfie sympa avec la tour Eiffel derrière. Voilà, aujourd'hui, je me balade sur les toits de Paris. Montrez que vous êtes vivant, que vous vous exercez. Et puis, si vous avez une opération, je ne sais pas, vous voulez pour la fin d'année relancer votre business, bah, vous pouvez faire 15 jours pour l'anniversaire de votre boîte, j'en sais rien, pendant lesquels vous offrez 10-15% de réduction à ceux qui cliqueront sur le lien. Et puis, le lien, vous le faites atterrir sur votre site web avec un formulaire qui va vous permettre de recontacter le client. Il faut que tout converge. C'est-à-dire que vous avez un site web, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des pages d'atterrissage. Quand on est sur LinkedIn et qu'on met un lien pour faire sa pub, bah, elle atterrit sur votre site web. C'est la Mm. suite de ce que la personne aura vu sur LinkedIn. Essayez vraiment d'être vivant et présent. Je sais Les que c'est réseaux, difficile, hein, on ne peut pas tout faire, hein. quels sont les Moi, j'ai réseaux des sur dizaines lesquels, d'articles en attente sur LinkedIn, j'ai une base de photos géniale, j'ai fait des trucs incroyables et malheureusement, j'ai pas. ouais, J'ai plus l'image, Alain. Tu ouais, disais? ouais, excuse-moi, effectivement, mon réseau est un peu faiblard là. Alain n'est plus là. Je ne sais pas si vous m'entendez tous. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça bug, les gens disent ça bug. Ouais, il Bon, faut être très actif. Au début, c'est dur. Oui, oui, c'est dur, hein, il faut être très actif, hein. Il faut vraiment de l'énergie. C'est un métier concurrentiel. Je vais vous dire, on est on est sous les feux de la rampe parce que voilà, c'est un métier qui est devenu obligatoire, le DPE, voilà, le climat, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre, etc. On est vraiment sous les feux de la rampe. Mais si demain on décide de mettre sous les feux de la rampe les réparateurs de machines à laver, ne rêvez pas, hein, c'est tout aussi, il y a des gens sérieux et des gens pas du tout sérieux. Donc, il ne faut pas qu'on se sente non plus comme étant stigmatisés, les diagnostiqueurs escrocs, etc. Il y a les mêmes dans tous les métiers. Démarquez-vous, soyez honnête, soyez sincère, soyez franc et vous ferez votre trou. Vous y arriverez. Clément me dit que j'ai bougé et qu'on m'entend là. Tout va Ça bien? y est, on te Ah, voit, c'est bon. bon, très bien, je suis revenu. Désolé pour Ça ce n'a pas problème duré. de réseau. Bah, on va prendre quelques minutes encore. Il est quand même déjà 11h22, hein, on a pris du J'ai temps. juste un point, j'aimerais développer Vas-y, un point. oui, vas-y. Se lancer à son compte, c'est pas une aventure personnelle. Alors, si vous êtes Ah célibataire, oui, on l'a pas dit. sans C'est vrai. attache et tout, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Hmm. Si vous avez une famille, c'est très important d'impliquer votre conjoint, conjointe dans le projet. Ça ne veut pas dire que la personne va travailler avec vous. Ça veut juste dire que quand on est indépendant, ne rêvez pas, vous n'allez pas faire 9h-17h ou 9h-18h. Les rapports, c'est le soir, c'est des fois le week-end, il y a des urgences, il y a un notaire qui vous appelle parce qu'au dernier moment, bah, souvent les notaires, ils se réveillent la veille, ça c'est insupportable, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de notaires sérieux, mais il y a des notaires aussi qui se réveillent la veille. Ils ont pas le termite parce que les termites sont valables 6 mois. Il faut retourner en urgence sur le terrain. Donc sachez-le, il faut que vous disiez à votre conjoint que ça va être prenant, que vous serez moins disponible. Alors c'est les deux. Des fois, on peut se libérer facilement et puis des fois, on n'est pas dispo. C'est un métier vraiment être indépendant. Et là, on parle pas de diagnostic, hein. Être indépendant, c'est pas du tout pareil qu'être salarié. Vous fermez pas la porte quand vous rentrez chez vous et vous laissez pas le travail derrière vous. Vous êtes tout le temps au travail, sachez-le. Moi, j'adore ça, hein, mais voilà, faut vraiment le savoir. Question pertinente de Clément, qui sort un peu du thème de la création, mais comment les diagnostiqueurs établis vivent les nouvelles obligations liées à la certification des PE? Est-ce qu'ils sont sereins ou inquiets? Alors, il y en a qui claquent la porte carrément. Je vais vous le dire Ou franchement. plutôt On l'a inquiets, vu sur on le va dire. forum. On l'a Hmm. vu sur le forum, Alain, hein. Oui, tu as fait des sondages de toute façon là-dessus. Oui, oui, Tu oui, peux on a répondre mesuré aussi. ça, effectivement, on a mesuré ça. Oui, c'est de Dis-moi. pire en pire. Le problème, c'est que c'est les sérieux qui payent pour les autres. On arrive à ce point de certification et de durcissement de la formation et de la surveillance à cause de ceux qui ont déconné. Il faut savoir un truc, hein, j'ai vu un article avec une courbe. Il y avait les 5 lettres alignées, A, B, C, D, E, F, G. Ça fait pas 5, ça fait plus que ça. Ça fait 7 lettres. Ouais. Et vous aviez le volume des DPE. Et comme par hasard, à cheval sur les 2 lettres, vous avez un petit pic juste avant la lettre. Donc ça veut dire que les gars trichaient un peu pour que le diac soit la lettre d'en dessous. Donc il y a un petit pic qui vient, la lettre d'après, un petit pic, etc. Donc il y a des pratiques encore de gens qui arrangent le DPE pour qu'il soit, on était F, mais presque pas tout à fait E, mais F. Et ben le gars triche, c'est OK, vous serez E. Et c'est ces pratiques-là qui ont amené le durcissement du métier. Et c'est les gens sérieux qui payent pour les autres, parce que les gens sérieux qui ont rien demandé, qui font bien leur travail, bah, eux, ils se retrouvent à devoir payer les formations, les surveillances, les certifications, etc. Donc oui, je suis d'accord, c'est un impôt supplémentaire, mais on peut s'en prendre qu'à ceux qui ont déconné toutes ces années, hein. On en est là à cause de ça. Exactement, les bons payent pour les mauvais. Voilà.
Effectivement, réglementation qui se Et densifie. le Après, législateur espère que ça fera le ménage. Oui, ça peut faire le ménage, mais le problème, c'est que si vous posez la question aux organismes de certification, combien de diagnostiqueurs avez-vous radié ces dernières années? Eh ben, c'est quasiment aucun. Et les seules radiations qui ont lieu, c'est pas parce qu'ils travaillent mal, c'est pour des raisons administratives. Parce qu'ils n'envoient pas leur rapport à temps, parce qu'ils sont pas, ils n'ont pas respecté la partie administrative. Malheureusement, c'est ça. Les océans ont besoin de clients et ils peuvent pas virer leur. On est moi, je pense qu'on est rentré dans un schéma qui est pas vertueux en fait, parce que bah, les formateurs ont besoin de former, les OC de certifier. Nous, on a besoin de travailler, mais le législateur, lui, bah, il nous tape dessus. ouais, et on ne peut pas dire grand-chose aux législateurs, parce que rappelons-le quand même que notre métier est né de la réglementation, hein. C'est la réglementation qui impose ces diagnostics immobiliers, qui a créé ce marché et ce métier. Donc évidemment, hein, aussi, on est très dépendant de cette réglementation, évidemment dans le cadre des diagnostics, mais aussi sur nos statuts de diagnostiqueurs, hein. Mais voilà, mais c'est effectivement, toute cette réglementation, dans tous les sens, peut paraître lourde, hein, pour un diagnostiqueur en activité, ça on peut le comprendre. Michael, le QCM Il faut en d'études tenir compte. est de plus en plus dur. Alors, il Oui, n'est pas de plus, enfin, il est, oui, effectivement. alors Alain, ça déconne chez toi. Bon, vas-y, réponds si tu veux. Les OC et les OF, là, je vois organismes de formation et de certification, je ne vais pas donner de nom, on les connaît, les noms, je ne vais pas les citer. Moi, Hmm. je vais vous dire, allez dans un grand organisme de certification. Je ne peux pas faire de pub parce que il faut rester neutre. Moi, je suis allé chez un grand dès le départ et je ne le regrette pas aujourd'hui. Euh, il y a certains, alors, il y a des petits qui sont sérieux, faut pas, je veux pas non plus exagérer, être trop tranché. Mais le problème, c'est que ils veulent pas perdre leurs clients, donc ils vont pas vous radier. Mais d'un autre côté, le législateur a durci. Donc là, j'ai entendu récemment sur une surveillance documentaire ou je sais plus quel sujet du DPE, il y a eu 100% de recalés. Mais ça va s'ajuster, vous inquiétez pas. Ils peuvent pas casser le marché. Le législateur peut pas casser le marché. À un moment, il va bien falloir travailler, sortir des DPE et que les ventes se fassent. On peut pas se retrouver à 5000 diagnostiqueurs au niveau national. Donc, le ménage va se faire naturellement par ceux qui vont claquer la porte, par ceux qui partent à la retraite, et par ceux qui veulent pas se faire prendre. Donc, mais c'est vrai que c'est pas évident. Ça devient de plus en plus difficile d'avoir cette certification. Voilà, je ne sais pas si on me revoit et si je suis Oui, revenu. alors je vois que vous choisissez pas. Oui, bah, c'est un peu le problème. Ah oui, oui, on ne peut pas forcément. On se pose. Il faut poser la question avant. Tel formateur, est-ce qu'il impose le certificateur? Tel certificateur, est-ce qu'il impose le formateur? Hmm, hmm. Il n'a pas le droit normalement. Ils doivent être indépendants comme nous, donc à vérifier. Alors, je reviens sur une question qui a été posée au tout début. Avant qu'on parle, éléments à prendre en compte pour commencer ce métier en tant qu'indépendant ou en tant que salarié. Alors, c'est pas vraiment le sujet du webinaire, mais je vais quand même très rapidement le dire. Être salarié, c'est une sécurité pour commencer. Voilà. Si vous voulez pas vous mettre à votre compte, mettez-vous en salarié, vous allez apprendre plus facilement et vous serez en sécurité. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que si vous êtes dans un grand groupe ou chez un petit qui veut absolument faire de l'argent, bah, il va vous imposer un rythme et un volume qui ne seront pas compatibles avec l'apprentissage. Donc, il faut bien poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous demandez en termes de performance? Comment est-ce que vous rémunérez? Rémunérer un métier technique à la com, pour moi, c'est une hérésie. On fait un métier technique, on ne fait pas un métier commercial. Donc, tout ça, c'est des questions à poser. Voilà, je referme la parenthèse. Bon, voilà, désolé pour ces problèmes techniques de mon côté. J'espère que je suis revenu à peu près normalement et qu'on me voit et qu'on m'entend. Euh, Alors, merci. j'entends beaucoup de plaintes, je peux y répondre, mais Oui, ça va vas-y. pas amener grand-chose. Hmm. Merci Hervé hein, de votre compliment. Je vois que ça vous fait peur à tous, mais après, il n'y a aucun métier. Oui, c'est ça, le travail à la chaîne, le salariat, c'est ce qu'on dit. Hein, c'est ce que je dis. Il faut vraiment border au départ les attentes de l'employeur. Prenez une structure à taille humaine, ça peut être très intéressant, hein, avec un mentor, quelqu'un de bienveillant. Il y en a, hein, ne croyez pas, il y en a. Donc, mais je vois mon organisme de formation est imposé par l'organisme de certification ou l'inverse. Ils font rien derrière pour m'aider. Je vous parlais de réseautage.
associez-vous de manière informelle, discutez entre vous, allez sur les forums. Voilà, y a pas, c'est pas facile. Ça, je le sais. Mais on peut vraiment s'épanouir. Allez, je crois qu'on va justement clore ce webinaire sur cette parole positive, Olivier. Il me reste. Alors, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, Diagactu. Je suis là aussi pour vous répondre. Et puis, bon, Olivier, évidemment, a son métier d'IA-Seeker, mais en tout cas, je ferai le lien si besoin. Mais en tout cas, on pourra répondre à vos questions Avec sur plaisir. tous les sujets, formation, certification, installation, évidemment. Je serai ravi d'échanger avec vous. Il me reste à remercier chaleureusement Olivier Melser pour avoir pris ce temps. C'est super sympa de t'avoir eu Je avec t'en nous. prie. Tes explications sur ce métier. Je sais que tu aimes ce métier, tu le connais bien et puis surtout tu le pratiques de façon très saine. Et ça fait plaisir. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Le webinaire donc était enregistré. Vous aurez le replay sur la chaîne YouTube de Diagatu. J'ai remis le lien encore un petit peu. Et puis encore une fois, n'hésitez pas, on mettra notre lien aussi sur Diagatu en dessous la chaîne et la vidéo. Merci pour vos commentaires. Diagatu. Voilà, merci. Ouais, effectivement, c'est bien mérité. Merci beaucoup. À très bientôt et au revoir à tous. Au revoir.